John Maynard Keynes est né l'année de la disparition de Karl Marx et de la naissance d'un autre grand économiste, Joseph Schumpeter. C'est à Cambridge, le 5 juin 1883, que Maynard voit le jour. Il grandit à quelques pas de la célèbre université, dans la maison familiale située au 6 Harvey Road. Ses parents étaient relativement aisés, sans toutefois être riches. Le père, John Neville Keynes, était chargé de cours à l'université en logique et en économie politique. Il y occupera également des fonctions administratives de 1910 à 1925. Un an après la naissance de son fils, il publia un livre de logique formelle qui lui valut une certaine estime. En 1890, suivra la première édition d'un ouvrage d'économie qui sera réédité jusqu'en 1945. John comptait Alfred Marshall parmi ses proches amis, le célèbre économiste qui officiait tout comme lui à Cambridge. Florence Ada, la mère de Maynard, fut l'une des premières diplômées de Cambridge. Elle militera pour certaines réformes sociales et sera élue maire de la ville en 1932. Elle et Neville se marièrent en 1882, l'année même où l'interdiction de se marier entre professeurs de Cambridge fut levée. Maynard fut l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Sa sœur Margaret est née 1 an et demi après lui, et Geoffrey vit le jour en 1887. Margaret épousera Archibald Vivian Hill, un célèbre physiologiste qui obtiendra le prix Nobel de médecine en 1922. Geoffrey, quant à lui, deviendra un chirurgien renommé et sera reconnu internationalement en tant qu'éditeur des œuvres de William Blake. Il épousera la petite fille du célèbre biologiste Charles Darwin. Le père, John Neville, tenait un journal où il faisait état de l'évolution de sa petite famille. On y apprend ainsi que Maynard, dès sa prime enfance, tombait souvent malade, ce qui inquiétait ses parents. C'était un enfant plutôt éveillé et curieux, mais pas très obéissant, ce qui entraînait quelques conflits entre ses parents sur la façon de l'éduquer. Par exemple, Madame Keynes, qui était partie en voyage avec sa mère, s'était plainte par écrit auprès de son époux de sa sévérité, car bien que Maynard eût pris froid pendant son absence, son époux l'avait tout de même puni parce qu'il lui avait désobéi. Je suis vraiment désolée que le coup de froid de mon petit garçon ait autant duré. Vous avez dû l'enfermer trop longtemps, et je ne m'étonne pas qu'il soit devenu rétif. Je ne crois pas, mon époux, que je vous aurais laissé le frapper au fouet si j'étais restée à la maison. Je sais qu'il pense qu'il ne peut pas être gentil quand il reste toute la journée dans la nurserie. À partir de cet épisode, les Keynes accordèrent plus de liberté au jeune Maynard. À la naissance de son frère Geoffrey, Maynard fut surnommé la petite crevette par ses parents. Mais Maynard se montrait parfois capricieux, au point que son père se sentait obligé de le corriger, ce qu'il regrettait par la suite. Maynard vouait à sa mère un amour infini. Son père venait en second. Son père écrivit ainsi dans son journal le 7 novembre 1891, à propos de son fils: « La seule personne qu'il voudrait être est sa mère. À n'importe quel prix, il voudrait lui ressembler en tout. » Maynard considérait sa mère comme, je cite, « sa plus grande amie au monde ». Il correspondra avec elle toute sa vie. L'amour de sa mère lui a très certainement apporté toute la confiance dont il avait besoin pour s'épanouir pleinement tout au long de sa vie. À 5 ans et demi, Maynard rejoint le jardin d'enfants de la Perse School, une école de Cambridge fondée en 1615 par le docteur Stephen Peirce. Mais à la suite de douleurs au cœur et d'autres problèmes de santé, il finit par rester à la maison. C'est sa mère et un précepteur qui lui donnèrent toute l'instruction nécessaire. Son père avait l'habitude de lui faire la lecture. Ainsi, à l'âge de 6 ans, Maynard connaissait déjà Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, L'île au trésor de Stevenson ou encore les contes de Grimm. Il découvrit la poésie à 7 ans et ses parents l'emmenèrent au théâtre à l'âge de 8 ans. À 9 ans, il fut percuté par un cab Hampson, une sorte de cabriolet tiré par un cheval. Cet accident lui occasionna une déchirure au doigt, lequel restera légèrement déformé de façon permanente. Fait curieux, Maynard avait une obsession pour les mains, une sorte de fétichisme dont l'origine aurait pu être cet accident, d'après son frère Geoffrey.
Le même Geoffrey déclara que Ménard était le leader intellectuel de la fratrie. À la même période, Ménard prit l'habitude de la grasse patinée qu'il ne quittera plus vraiment, ce qui allait devenir une source de conflit entre son père et lui. À 8 ans et demi, Ménard intègre l'école primaire St. Faith de Cambridge. Après quelques débuts difficiles, il finit par rejoindre les tout meilleurs de sa classe. Et à 11 ans, il en était le premier. Il excellait tout particulièrement en mathématiques. Physiquement, il s'était aussi renforcé et avait grandi assez vite, de 15 cm en 6 mois, si bien qu'il apparaissait comme le meilleur sur ce plan-là également. En 1897, il passe et réussit l'examen d'entrée au collège d'Eton, en se classant premier en mathématiques. Keynes va rester dans cette école privée de l'âge de 14 ans à l'âge de 19 ans. Eton était une école pour les classes privilégiées, qui assurait à ses pensionnaires un bel avenir sur le plan professionnel. Plusieurs premiers ministres britanniques en étaient issus. Eton n'accueillait que des garçons. La compétition était rude entre les élèves. Ménard pouvait travailler jusqu'à 10 heures par jour. Ses efforts payèrent puisqu'il avait rejoint la tête de sa classe au bout d'un mois et terminé premier en lettres et second en mathématiques à la fin du premier trimestre. Pendant sa scolarité à Eton, Ménard eut l'occasion de se rendre au théâtre à plusieurs reprises. Il s'essaiera aussi au golf avec son père notamment. Outre les mathématiques, Keynes était passionné par l'histoire. À Eton, il collectionna les prix. Il obtiendra notamment le prix senior en mathématiques. Son père, très exigeant et soucieux de la réussite de son fils, le faisait même travailler pendant les vacances. Ce travail acharné paya, puisque lors de son avant-dernière année, Ménard obtint le Thomline, le prix le plus prestigieux d'Eton en mathématiques. Ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur lui. Dans une lettre au père, son tuteur, Samuel Gurney Lebock, déclara ainsi : « Je dois vous féliciter à nouveau des excellents résultats de votre fils. Je suis persuadé qu'il ira loin. Il semble avoir la capacité de s'intéresser absolument à tout. » À la fin de ses études au collège d'Eton, Keynes est classé premier en mathématiques, en histoire et en essai anglais. Il reçoit également le prix Chamberlain, qui va lui rapporter 60 livres par an pendant 4 ans. Il est également élu à la Eton Society, surnommée POP, POP. Ce club élitiste fait partie des nombreuses traditions à Eton. Pour être admis à POP, il faut être coopté par ses membres. Normalement, ce sont les garçons âgés les plus populaires, les plus considérés, les plus confiants et les plus capables qui doivent être désignés pour faire partie de ce club très fermé et très convoité. POP est donc une élite parmi les élites, en quelque sorte. L'appartenance à POP s'accompagne également de certains privilèges. Par exemple, leurs membres sont autorisés à porter un gilet de leur propre conception, qui diffère des gilets noirs des autres garçons. Cela fait partie des signes extérieurs qui permettent de se démarquer des autres. Une des activités estudiantines fondamentales à Eton consistait à prononcer des discours et à débattre de différents sujets. Keynes va alors se forger un talent d'orateur hors pair. Il prend également différentes responsabilités dans la gestion des activités scolaires, telles que le comité des sports. Bien que de santé relativement fragile, Keynes participait aussi à plusieurs activités sportives, telles que l'aviron, qu'il pratiquait régulièrement. Il s'adonnait également au très célèbre jeu du mur, originaire d'Eton, qui est encore pratiqué de nos jours. Keynes n'a jamais eu à souffrir des vexations ou moqueries dont étaient victimes les garçons d'Eton en raison de leur penchant homosexuel. Son physique plutôt imposant devait en dissuader plus d'un. Comme à peu près tous les garçons des écoles privées anglaises, il avait très peu de contact avec les femmes à cette époque. L'homosexualité était pratique courante dans la plupart des grandes capitales d'Europe. Dans l'Angleterre victorienne, elle faisait même l'objet d'une sorte de culte. Il s'agissait souvent d'homosexualité platonique, spirituelle plutôt que charnelle, la plupart des hommes ne passant jamais à l'acte, en se glorifiant de pouvoir sublimer leur tendance homosexuelle. La première relation physique de Keynes avec un homme date de sa dernière année à Eton, comme il le confiera 6 ans plus tard dans une lettre adressée à l'un de ses amants,
le célèbre peintre écossais Duncan Grant. Il s'agissait d'un certain Alfred Dillwyn Knox, alias Dilly Knox, qui faisait également ses études à Eton. Dilly Knox deviendra par la suite un cryptanalyste pointu qui déchiffrera le code de l'énigma avant Turing en 1935. Knox eut 2 fils, dont l'aîné fut prénommé Ménard en souvenir de Keynes, qui était son parrain. Keynes ne s'aimait pas physiquement. Il ne se trouvait tout simplement pas beau, une obsession qu'il a, semble-t-il, poursuivie très longtemps. Lors de sa dernière année à Eton, il se laisse pousser la moustache, qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de sa vie. Grâce à ses résultats scolaires et avec une bourse d'Eton à la clé, il a pu intégrer en 1902 le King's College de Cambridge, où il a été admis à la fois en mathématiques et en lettres classiques. Keynes avait l'intellect le plus vif et le plus clair que j'ai jamais connu. Lorsque j'argumentais avec lui, j'avais l'impression de tenir ma vie entre mes mains. Et j'en ressortais rarement sans me traiter de fou. C'est ainsi que Bertrand Russell a décrit Keynes dans son autobiographie à la fin des années 1960. Bertrand Russell était l'aîné de Keynes d'une dizaine d'années et se trouvait en même temps que lui à Cambridge quand il a fait sa connaissance. Les mathématiques étaient la matière principale de Keynes à Cambridge, mais ce n'était pas son seul centre d'intérêt. Il était membre de plusieurs associations qui occupaient une bonne partie de son temps. Il ne pouvait en conséquence devenir un mathématicien de très haut rang en se dispersant autant. L'homosexualité était également répandue à Cambridge. Goldsworthy Laws Dickinson, surnommé Goldie, était un des professeurs de Keynes qui enseignait l'histoire et la politique et défendait l'idée que l'amour platonique entre les hommes était le plus fort. Son homosexualité refoulée n'est apparue au grand jour qu'après sa mort. Celui qui a le plus compté pour Keynes pendant les années Cambridge fut sans conteste Lytton Strachey, de 3 ans son aîné, qui était lui aussi homosexuel. Strachey était membre de la Cambridge Conversazione Society, qui était plus connue sous le nom des Apôtres, ou simplement comme la Société. Il s'agissait d'une ancienne organisation étudiante qui comptait tout au plus 12 membres ou apôtres. Cette société secrète était très sélective quant au choix de ses membres. Bertrand Russell en fit partie. Les réunions se tenaient une fois par semaine, traditionnellement le samedi soir, au cours desquelles un membre donnait une conférence sur un sujet qui donnait lieu à une discussion par la suite. Keynes y fut admis en février 1903, après que Strachey et Leonard Woolf lui ont fait passer un examen. La même année, George Edward Moore, un des apôtres, publia Principes d'éthique, un livre de philosophie morale qui allait exercer une grande influence sur Keynes et Strachey. Pionnier de la philosophie analytique avec Bertrand Russell, Moore professait notamment l'idée que le bien est une notion qui n'est pas définissable et qu'en conséquence, seule l'intuition directe appliquée à chaque cas particulier permettait de le saisir. Cette philosophie permettait de s'affranchir des conventions, des traditions et des règles morales établies, ce qui ne pouvait que plaire à Keynes et Strachey, dont les tendances sexuelles étaient réprouvées et condamnées dans la société victorienne. Keynes et Strachey étaient en fait en révolte ouverte contre le XIXe siècle et la morale victorienne. Bertrand Russell, dans son autobiographie, écrit qu'à la suite de la publication de l'ouvrage de Moore, les relations homosexuelles entre les apôtres devinrent communes durant un certain temps. Strachey, en tant que secrétaire de la société, était pour beaucoup dans cette transformation. En fouillant dans les archives de la société, il avait découvert parmi ces traditions celle, je cite, de la plus haute sodomie, sorte d'homosexualité idéologique qui se manifestait plus en parole qu'en acte. Strachey en avait conclu que de nombreux anciens apôtres avaient été des homosexuels refoulés. Pendant les années au King's College,
Keynes et Strachey se sont entichés d'autres élèves et ont été parfois en concurrence l'un avec l'autre pour s'attirer leur faveur. Une fois, Strachey a eu des visées sur un nouvel arrivant du nom d'Edgar Duckworth, que Keynes a réussi à lui souffler, ce qui a entraîné une forme de jalousie chez Strachey au point qu'il n'adressa plus la parole à Keynes pendant des mois. Les nombreuses activités et distractions de Keynes l'empêchaient de se consacrer pleinement à sa matière principale, les mathématiques, ce qui inquiétait beaucoup son père. En mai 1904, Keynes obtint tout de même son diplôme avec les honneurs en se classant 12e de la première classe. Malgré tout, cela ne suffisait pas pour envisager une carrière de mathématicien au plus haut niveau. Pour assurer ses arrières, Keynes s'était préparé à passer un concours pour intégrer l'administration avec l'aide de son père pour les questions économiques. Vers la fin de l'année universitaire 1904, il avait commencé à lire sérieusement les principes d'économie d'Alfred Marshall. L'économie commençait à l'intéresser de plus en plus. Et après l'été, il décida de suivre les cours de Marshall durant le premier semestre de la nouvelle année universitaire. Marshall fut impressionné par son nouvel élève au point d'écrire à son père « Votre fils fait un excellent travail en économie. Je lui ai déjà dit que je serais extrêmement satisfait s'il se décidait à embrasser la carrière d'économiste. Mais je ne ferai rien pour brusquer les choses. » Finalement, Keynes choisit de s'orienter vers l'administration plutôt que de rester à Cambridge et de tenter sa chance en économie politique. Il souhaitait tout à la fois goûter à la vie londonienne et sans doute s'éloigner de Cambridge qui lui rappelait trop l'éthique victorienne. Henry Sidgwick, qui avait été professeur d'éthique et d'économie politique à Cambridge, venait de publier ses mémoires qui rappelaient par trop à Keynes et Strachey l'éthique victorienne qu'ils avaient en horreur. Pendant les vacances de Pâques en 1906, Keynes se rendit en Toscane, à l'invitation d'Alice Smith, femme de Bertrand Russell, pour y rejoindre la sœur d'Alice, Mary Berenson. C'est Mary Berenson qui avait demandé à Alice de lui trouver 2 jeunes hommes pour tenir compagnie à ses 2 filles, Rachel et Karine Costello, nées d'un premier mariage. En 1885, Mary Whitehall Smith avait épousé un avocat du nom de Francis Costello, qui lui avait donné 2 filles, et l'avait quitté après quelques années pour aller s'installer en Italie avec l'historien d'art Bernard Berenson. 1 an après le décès de Costello en 1899, Marie avait épousé Berenson. Le couple vivait dans une magnifique demeure en Toscane que Berenson avait achetée en 1905, la Villa Itati. À la mort de Berenson, en 1959, la Villa Itati reviendra à l'université Harvard selon les dernières volontés de son propriétaire et la villa deviendra en 1961 le siège du Centre de l'histoire de la Renaissance de l'université Harvard. L'heureux élu qui avait été désigné pour accompagner Keynes pendant ses vacances de Pâques à Itati était un étudiant d'Oxford de 22 ans, Geoffrey Scott. Les 2 compagnons se sont installés dans la maison des Berenson après une visite motorisée de la région et une escale dans la ville de Sienne. À Sienne, Keynes finit de réviser l'histoire en vue du concours dans l'administration qu'il envisageait de passer. Mary Berenson a pris en charge tous les frais de leur séjour, les balades en voiture et les visites dans les musées. Dans une lettre à Strachey, Keynes confie qu'il est tombé un peu amoureux de Rachel Costello, que l'on appelait aussi Ray. La jeune fille avait 17 ans et Keynes 23. Mary Berenson était une femme libérée. Très vite, elle prit pour amant le jeune Scott. Keynes quitta les lieux au bout d'une semaine, mais Scott y resta 1 mois avant de se faire employer comme secrétaire des Berenson, puis finalement comme architecte. De retour en Angleterre, Keynes prépara assidûment le concours dans la fonction publique qui devait se tenir à Londres au mois d'août. Les résultats ne furent connus qu'en septembre. Il termina 2e du concours sur 104 candidats. Otto Niemeyer, le premier, choisit le Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances. Et Keynes n'eut d'autre choix que de prendre le bureau indien. Il était déçu par ses résultats dans certaines matières.
Il déclara qu'il en savait beaucoup plus que ses examinateurs en économie. Il commença son travail au bureau indien à la fin de l'année. Il y restera jusqu'à l'été 1908. Dans l'attente des résultats au concours, Keynes avait entrepris d'écrire une thèse sur la théorie des probabilités. Il espérait ainsi obtenir un poste d'assistant au King's College de Cambridge afin d'obtenir un complément de revenus. Sa prise de fonction au bureau indien ne lui fit pas lâcher les probabilités pour autant. En mars 1907, il est transféré au département des statistiques, du fisc et du commerce. Keynes se montre très critique de la bureaucratie et ne cache pas sa frustration d'avoir à composer avec sa hiérarchie et ses collègues. Lytton Strachey était le cousin du peintre écossais Duncan Grant. Duncan était le fils du major Bartel Grant, qui était le frère de la mère de Lytton, Jane Maria Strachey, née Grant. Lytton était secrètement amoureux de son cousin, mais celui-ci avait jeté son dévolu sur Arthur Hobhouse avant de le lâcher pour Edgar Duckworth, le même Duckworth que Keynes avait soufflé à Lytton précédemment. Lytton était dévasté et avait mis dans la confidence Maynard, son ami de toujours. Malheureusement pour lui, Duncan et Maynard tombèrent amoureux l'un de l'autre. Au cours de l'été 1908, ils se retrouvèrent pour un séjour sur l'île de Hoy, dans les Orcades, un archipel au nord de l'Écosse, où Duncan peignait pendant que Keynes continuait de travailler sur les probabilités. La relation entre Duncan et Maynard suscita la jalousie de Lytton, et malgré son espoir que cette histoire ne durera pas, elle a en fait continué jusqu'en 1914. Au début de l'année 1908, Keynes avait déposé au King's College ses premiers travaux sur les probabilités dans l'espoir d'y obtenir un poste de fellow, un membre du King's bénéficiant de certains privilèges. Mais il fut recalé au profit de 2 autres candidats. À ce moment-là, il constatait à regret que sa calvitie avait nettement progressé. Ayant appris que Keynes cherchait à revenir à Cambridge, Alfred Marshall lui avait adressé une lettre pour l'encourager à postuler comme assistant en économie générale. Il proposait à Keynes de lui verser 100 livres par an, au cas où sa candidature serait retenue, ce qui était tout à fait exceptionnel. Marshall était sur le point de prendre sa retraite et cherchait à consolider son équipe avant son départ. Il nomma Arthur Cecil Pigou, son fils spirituel en économie, pour reprendre le poste qu'il occupait. Cette nomination irrita un autre économiste plus âgé, Herbert Foxwell, qui préféra démissionner. MacGregor, un autre économiste, ayant accepté un poste dans une autre université, il y avait au moins 2 postes vacants. L'un des 2 fut proposé à Keynes, qu'il accepta. Il démissionna du bureau indien juste après. En quittant l'administration et un revenu sûr, il prenait un risque financier. Le poste d'assistant au King's allait lui rapporter 200 livres par an. 100 de son père et les autres 100 de Pigou, comme Marshall l'avait imaginé et promis. Les 2 années qu'il avait passées au bureau indien n'avaient pour autant pas été vaines, au contraire. Il s'était fait connaître et apprécier de ses collègues fonctionnaires, et il avait pu se frotter aux problèmes économiques et surtout monétaires auxquels les Indiens étaient confrontés. Cette expérience lui servira pour écrire son premier livre, publié en 1913 et intitulé Indian Currency and Finance. Vers la fin de 1908, Keynes soumet sa thèse sur les probabilités à un nouvel examen. Cette fois-ci est la bonne. Il est élu fellow du King's en mars 1909. Keynes donnera des cours et des conférences sur la monnaie, la bourse, le financement des sociétés ou le marché des changes. En 1911, il donne un cours hebdomadaire sur la monnaie et les finances de l'Inde. Il donnait aussi des cours privés qui lui permettaient d'améliorer ses revenus. À la fin de 1909, ses revenus annuels atteignaient 700 livres, y compris les 100 livres de son père. Par moments, il se montre critique vis-à-vis des aptitudes intellectuelles de ses étudiantes, tout en défendant l'accès des femmes aux plus hautes fonctions, dans l'enseignement notamment. Il continuait à travailler sur les probabilités, même en vacances, en plus de tout le reste. À partir de 1909, il prit la responsabilité d'un club d'économie politique pour les meilleurs étudiants.
Ce club se réunissait tous les lundis. Un texte était lu par un étudiant puis commenté par d'autres tirés au sort. Ces réunions du lundi continuèrent jusqu'en 1937. Keynes a pu voir ainsi passer les étudiants en économie les plus prometteurs. En 1908, David Lloyd George, qui était membre du Parti libéral, est nommé chancelier de l'Échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances. S'ensuit un rejet de son budget, dit budget du peuple, par la Chambre des Lords qui entraîne les élections générales fin 1909. Keynes est sympathisant du Parti libéral et se range du côté des partisans de Lloyd George. Il faut dire qu'à cette époque, le nouveau libéralisme défendu par le Parti libéral préconisait l'intervention de l'État comme moyen de garantir la liberté et d'éliminer les obstacles tels que la pauvreté et le chômage. Le Parti libéral défendait également le libre-échange. Keynes participera à la campagne réformatrice du parti qui conduira à une loi en 1911 visant à restreindre le droit de veto de la Chambre des Lords. Sa relation avec Duncan n'était pas exclusive. Les deux, tout en étant très liés l'un à l'autre, se montraient volages. Keynes aura plusieurs petits amis, des étudiants surtout. Les goûts de Keynes dans une Angleterre très puritaine devaient rester cachés sous peine de graves conséquences. En témoignent les procès d'Oscar Wilde en 1895, qui ont valu au romancier anglais une condamnation à 2 ans de travaux forcés. L'homosexualité était interdite en Angleterre en vertu d'une loi de 1885. Les procès Wilde étaient dans tous les esprits de ceux qui, comme Duncan et Maynard, avaient des penchants homosexuels. C'était néanmoins toléré dans la haute société si cela restait discret. Au cours d'un voyage en Grèce avec Duncan, Keynes lut La richesse des nations d'Adam Smith, qu'il trouva magnifique. En 1910, il attaque par voie de presse le fameux statisticien Karl Pearson, à qui l'on doit notamment le fameux test du qui carré. Pearson avait publié une étude sur les effets de l'alcoolisme des parents sur leurs enfants, et avait conclu qu'il n'y avait pas d'effet nocif. Mais Keynes a remis en cause la méthodologie utilisée dans cette étude. En 1911, il donna une série de conférences à la London School of Economics, au cours desquelles il exprimait son souhait de voir disparaître le système de l'étalon or dans les règlements internationaux, au profit de l'étalon de change or, plus souple, selon lui. En octobre 1911, Keynes devint rédacteur en chef de l'Economic Journal, une revue d'économie académique fondée en 1891. Il le restera pendant 33 ans. À la même époque, il rédige un article critique sur le pouvoir d'achat de la monnaie, ouvrage d'Irving Fisher. Il en reconnaît les mérites tout en rejetant l'idée qu'un accroissement de la quantité d'or entraîne obligatoirement une hausse des prix. Il consacre l'année 1912 à l'écriture de son premier livre Indian Currency and Finance, où il se livre à une critique de l'étalon or et prône son remplacement par l'étalon de change or. Pendant les vacances de Pâques en 1913, Keynes part en Égypte avec Robin Furness, un ami. Au Caire, il fait la rencontre d'une femme avec laquelle il a une aventure. Cette révélation dans un courrier adressé à Duncan Grant marque un glissement vers la bisexualité. Alors qu'il est en Égypte, Keynes reçoit une lettre de Thomas Holderness, celui qui était son supérieur au bureau indien, lui demandant d'accepter le secrétariat d'une commission royale chargée d'enquêter sur la monnaie et les finances indiennes. Peu de temps après, Keynes publie son livre sur le sujet. Il recevra les louanges d'Austin Chamberlain, le président de la commission royale, qui se dit impressionné par son travail. Le rapport de la commission royale fut publié le 2 mars 1914, mais ses conclusions ne furent pas appliquées du fait de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne dès le mois d'août. La création d'une banque centrale indienne, qui figurait au rapport, ne fut réalisée qu'en 1935. À l'origine, c'était un petit groupe d'amis de Cambridge, du Trinity ou du King's College, qui avaient pris l'habitude de se réunir pour discuter de choses et d'autres. Il y avait Lytton Strachey et son frère James, Leonard Woolf, Toby Stephen ou encore Clive Bell. Certains étaient aussi membres des Apôtres que Keynes rejoindra peu de temps après.
Lytton Strachey avait été plusieurs fois invité chez Toby Stephen à Londres, où les deux sœurs Stephen s'occupaient de leur père malade. Quand celui-ci mourut en 1904, les deux sœurs, Virginia et Vanessa, ainsi que leurs frères Toby et Adrian, quittèrent l'endroit pour emménager au 46 Gordon Square à Bloomsbury, un quartier du centre de Londres. On peut dire que c'est précisément à ce moment-là que le groupe de Bloomsbury a vu le jour. Toby Stephen a fait le pont entre ses amis masculins de Cambridge et les femmes du groupe, principalement ses sœurs, Vanessa et Virginia. Malheureusement, en 1906, Toby décède de la typhoïde. L'année suivante, Vanessa se marie avec Clive Bell, un critique d'art anglais. Virginia et Adrian déménagent alors pour une adresse voisine, au 29 Fitzroy Square. C'est là, dans le bureau d'Adrian, au rez-de-chaussée, que les réunions du groupe initiées à Gordon Square se poursuivront à raison d'1 à 2 fois par semaine. Le groupe réunissait un certain nombre d'artistes, d'universitaires et d'intellectuels britanniques. Parmi les membres les plus éminents, il y avait les écrivains Edward Morgan Forster et Virginia Stephen, qui deviendra Woolf en 1912, après avoir épousé Leonard Woolf, un autre écrivain. Les peintres Vanessa Bell et Duncan Grant, les critiques d'art Clive Bell et Roger Fry, lequel était aussi peintre, le journaliste littéraire Desmond McCarthy, ainsi que le biographe Lytton Strachey et Keynes, le seul économiste du groupe. D'autres sont venus au fil du temps jusqu'à l'extinction progressive du groupe dans les années 1930. Bloomsbury était tout à fait singulier à plus d'un titre. Ses membres étaient cultivés et venaient de milieux plutôt aisés. Mais ils étaient contestataires, en rébellion contre les institutions et les valeurs de leurs parents. Ils revendiquaient le droit de vivre comme il leur plaisait et de déterminer le vrai, le faux, le bien, le mal, le beau et le laid individuellement, hors des conventions de l'époque. Ils adhéraient tous à la nouvelle philosophie de Moore et Russell. En particulier, les principes éthiques de Moore exercèrent sur eux une très grande influence. Le XIXe siècle marquait le triomphe du rationalisme. Tout pouvait être expliqué par la raison et devait être subordonné à la raison. Mais la fin du XIXe siècle et le début du XXe ont vu l'émergence de nouvelles idées qui venaient remettre en cause cette vision du monde. Les idées de Darwin sur la vie, son origine et son évolution allaient à l'encontre de l'enseignement religieux. Freud expliquait que notre comportement, nos actions, pouvaient être dictés par notre inconscient et non par un raisonnement logique et conscient. Bergson mettait en avant l'importance de l'intuition comme moyen d'accéder à la connaissance. Enfin, Moore inventait l'éthique intuitionniste, une nouvelle philosophie morale basée sur l'intuition. Beaucoup des membres du groupe avaient des pensées ou des pratiques sexuelles déviantes pour l'époque. Ils étaient homosexuels ou bisexuels, et donc enclins à rejeter la morale et les mœurs victoriennes, et à se réfugier dans toute nouvelle explication du monde permettant de justifier leurs différences. En politique, Bloomsbury était libéral au sens anglo-saxon, c'est-à-dire réformateur plutôt de centre-gauche. Ses membres considéraient que l'individu primait sur le collectif et, selon eux, l'État devait garantir les libertés individuelles mais aussi agir pour améliorer les conditions sociales. Ils faisaient preuve d'une grande empathie envers toutes les minorités et militaient pour l'égalité des droits et l'amélioration des conditions de vie des plus défavorisés. Une de leurs grandes causes était les droits des femmes. Bloomsbury était profondément féministe. Leurs idées libérales sur le sexe conduisaient souvent à des relations compliquées entre les différents membres du groupe. Ainsi, Vanessa Bell, après avoir eu 2 fils de son mari Clive Bell, s'était séparée de lui peu avant la Première Guerre mondiale et était devenue la maîtresse de Duncan Grant. De cette union naîtra une fille, Angelica. Duncan et Vanessa continueront à vivre ensemble pendant plus de 40 ans, alors qu'ils avaient cessé toute relation sexuelle quelques mois avant la naissance de leur fille en 1918. Par respect pour Clive Bell, les 2 amants lui ont laissé croire qu'il était le père d'Angelica. Angelica elle-même n'apprendra qu'à ses 18 ans la véritable identité de son père. Duncan, qui n'avait jamais cessé ses relations homosexuelles, aura une relation avec un certain David Garnett,
que Vanessa hébergera ainsi que Duncan à Charleston Farmhouse, sa maison de campagne. À 24 ans, Angelica, la fille de Duncan et Vanessa, épousera ce David Garnett, de 26 ans son aîné, ce qui fera scandale. Angelica ne découvrira que plus tard que son mari avait été un amant de son vrai père. La morale et les mœurs particulières de certains au sein du groupe de Bloomsbury ne doivent pas occulter ce qu'a été leur formidable créativité dans les arts et la littérature, mais aussi en économie avec Keynes. Au sein de ce groupe, Keynes a pu s'épanouir, car ses membres ne jugeaient ni ses goûts ni ses mœurs, tout en partageant ses convictions philosophiques et en le poussant à être créatif et à défendre des idées originales, comme nous allons le voir. L'homme qui avait remplacé Keynes au poste de secrétaire de la Commission royale sur les finances et la monnaie indienne, Basil Blackett, travaillait à la division financière du ministère des Finances lorsqu'il adressa un courrier à Keynes le 1er août 1914 pour lui réclamer son aide. Les banques de dépôt avaient retiré de l'or auprès de la Banque d'Angleterre alors qu'elles ne donnaient que des billets aux déposants, si bien que leurs réserves en or augmentaient excessivement. Basil Blackett espérait que Keynes l'aiderait à contrer ce mouvement. Les banques avaient proposé un plan qui revenait de facto à abandonner les talons or. Keynes rédigea un mémorandum pour rejeter ce plan, qui pouvait nuire selon lui à la réputation future de Londres si la convertibilité en or était suspendue à la moindre difficulté. Lloyd George, alors chancelier de l'Échiquier, adopta son point de vue et le système fut sauvé pour un temps. Pour autant, son travail n'a pas permis à Keynes de se faire embaucher au ministère des Finances. Mais après avoir écrit plusieurs articles dans différents journaux le reste de l'année, il finit par être embauché au ministère des Finances au début de 1915 en tant qu'assistant de George Page, un expert monétaire réputé qui était le conseiller spécial du chancelier. Pour ce poste, il obtint un salaire annuel de 600 livres. Il est également autorisé à continuer son travail de rédacteur en chef à l'Economic Journal. Keynes va d'abord s'occuper des problématiques de prix et d'approvisionnement. Fin mai 1915, intervient un remaniement ministériel. Reginald McKenna remplace Lloyd George au Trésor, et Keynes est affecté à la division du Trésor spécialisée dans les questions financières. McKenna lui demande de le suivre à Nice pour une rencontre avec le ministre des Finances italien. Keynes reste un jour à Nice, travaillant 13 heures d'affilée. Au retour, il dut être opéré d'urgence de l'appendicite. 10 jours plus tard, il contracta une pneumonie qui le cloua au lit jusqu'au début du mois d'août. Ces nouvelles responsabilités le font s'interroger sur la question du financement de l'effort de guerre. En septembre 1915, alors qu'il remplace Basil Blackett, parti aux États-Unis pour une mission financière, il réfléchit à la meilleure façon de financer l'effort de guerre. 3 solutions sont envisageables. L'impôt, l'emprunt auprès du public et l'emprunt financé par la Banque centrale, ce dernier étant inflationniste du fait de l'augmentation de la masse monétaire qu'il engendre. Augmenter les impôts est très impopulaire et risque d'entraîner un sentiment anti-guerre. Recourir à l'emprunt public, c'est faire supporter la charge du financement de la guerre sur les générations futures, ce qui est politiquement moins risqué pour le pouvoir en place. Quant à la troisième solution, le financement par émission de billets, cela engendre de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat de l'État. Or, l'État a besoin du maximum de pouvoir d'achat pour financer la guerre. Il est donc essentiel que la consommation du secteur privé diminue pour limiter l'inflation. En réalité, la Grande-Bretagne n'aura d'autre choix que d'utiliser ces 3 sources de financement, compte tenu du coût exorbitant de la guerre. La livre anglaise subissait de plus en plus de pression à la baisse et Keynes s'était chargé de maintenir la stabilité de son cours tout en restant opposé à la suspension de la convertibilité de la livre en or. À partir de 1914, Keynes se rapprocha d'un certain nombre de jeunes femmes qui gravitaient autour des membres de Bloomsbury. A priori, Barbara Iles, qui avait étudié la peinture à la Slade School, était sa préférée. Il aurait eu une brève relation avec elle. Plus tard, il lui proposera de financer la scolarité de ses enfants, nés de son union avec Nicholas Baggenhall, qu'elle avait épousé en 1918. En janvier 1916, une loi déposée par le gouvernement Asquith impose la conscription. Elle est votée par le Parlement britannique dans la foulée. Avant cette loi, seuls les volontaires étaient envoyés au front. Parmi les membres du groupe de Bloomsbury,
C'était la consternation et la rébellion. Un mouvement pacifiste se développe en Grande-Bretagne qui sera porté entre autres par Bertrand Russell, partisan de l'objection de conscience. De fait, pour échapper à la guerre, nombre des membres de Bloomsbury vont devenir des objecteurs de conscience. Keynes est lui aussi opposé à la conscription et témoignera plusieurs fois en faveur de ses amis pour leur éviter d'être envoyés au front. Lui-même sera finalement exempté pour la même raison. Début 1916, Keynes écrit quelques articles en utilisant le pseudonyme de Politicus. Ainsi, dans la revue War and Peace, il signe sous le titre Face the Facts, affronter les faits, un essai en faveur des arguments pour la paix. En février 1917, il devient chef de la division A en responsabilité des finances extérieures. Lloyd George avait succédé à Asquith au poste de Premier ministre à la fin de l'année 1916 et Bonar Law était devenu le nouveau chancelier de l'Échiquier en remplacement de Mackena. À la fin de la guerre, Keynes dirigeait 17 personnes. En 1917, Keynes est fait compagnon de l'ordre du bain pour son travail en temps de guerre. Le 6 avril 1917, les États-Unis avaient déclaré la guerre à l'Allemagne, ce qui allait grandement soulager les finances britanniques. En septembre, Keynes se rendit pour la première fois aux États-Unis. Un comité interallié a été ensuite constitué, et Keynes sera désigné représentant de la Grande-Bretagne au sein de ce comité. Toutefois, malgré l'aide apportée par les États-Unis, l'avenir financier de la Grande-Bretagne paraissait bien sombre. Keynes a alors eu une idée brillante. Il avait pressenti que les Français ne seraient en mesure de rembourser leurs dettes de guerre à la Grande-Bretagne que dans une monnaie fortement dépréciée, soit en monnaie de singe. Au lieu d'accorder d'autres prêts à la France, la Grande-Bretagne pourrait ainsi acheter des œuvres d'art, remplaçant ainsi une mauvaise dette par un actif dont la valeur augmenterait probablement avec le temps. Bonar Law fut convaincu par l'idée et fit remettre à Keynes la somme de 20 000 livres. Keynes se rendit ensuite à Paris avec Charles Holmes, directeur de la National Gallery, après avoir appris que plusieurs œuvres d'art allaient faire l'objet d'une vente aux enchères. Ils firent l'acquisition d'œuvres de Cézanne, Manet, Corot et Gauguin, qui n'étaient pas encore considérés comme de grands peintres en Grande-Bretagne. Ces tableaux sont toujours exposés à la National Gallery de Londres. Dès janvier 1916, Keynes avait commencé à réfléchir à la question des réparations d'après-guerre. Il avait co-rédigé avec le professeur William Ashley un rapport sur les conséquences d'une indemnité à payer par l'Allemagne. L'idée qui en ressortait est qu'il ne fallait pas trop faire payer l'Allemagne sous peine de l'asphyxier au point de nourrir un esprit de revanche. Pour Keynes, l'Allemagne devait être suffisamment compétitive pour exporter afin de se procurer les devises nécessaires au paiement de l'indemnité. Mais dans le même temps, cette exigence risquait d'entraîner une baisse du prix de ses exportations et une hausse du prix de ses importations, ce qui l'étranglerait un peu plus. Cette préoccupation de Keynes relevait de ce qu'on appelle en économie le problème des transferts. En 1929, quand il s'agira de se pencher une nouvelle fois sur l'étalement des réparations dues par l'Allemagne, ce problème ressurgira et conduira à une polémique célèbre entre Keynes lui-même et l'économiste suédois Bertil Ohlin, épaulé par l'économiste français Jacques Rueff. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Il faut à présent définir les termes de la paix, principalement déterminer le montant des réparations et des dettes de guerre, sujets sur lesquels Keynes avait abondamment travaillé dans le cadre de ses fonctions au Trésor. Il était donc prédisposé à représenter son pays dans les négociations qui allaient suivre. La conférence de paix de Paris, qui s'ouvrait le 18 janvier 1919, devait décider des réparations et des dettes de guerre. Elle donnera lieu à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Pendant le temps de la conférence, qui a duré 6 mois, il y eut de très nombreuses discussions et 1646 séances tenues par 52 commissions techniques. Plus d'une trentaine d'États y ont participé. Keynes était le représentant en chef du ministre des Finances,
le chancelier de l'échiquier Austin Chamberlain. La coalition des libéraux de Lloyd George et des conservateurs venait de triompher lors d'élections générales de décembre 1918 sur la base d'un programme simple, faire payer à l'Allemagne le prix fort. Après l'armistice, interdiction avait été faite à l'Allemagne de disposer d'actifs à l'étranger, si bien qu'il fallait trouver une solution pour ses approvisionnements. Keynes a raconté comment se sont passées les négociations dans un mémoire intitulé « Le docteur Melchior, un ennemi vaincu », lequel mémoire n'a été publié qu'après sa mort en 1948 selon sa volonté. Il rencontra pour la première fois le représentant allemand dans un wagon de chemin de fer qui était immobilisé dans la gare de Trèves, ville allemande située à 2 pas du Luxembourg. Il s'agissait de Karl Melchior, un juriste qui avait travaillé pour la banque Warburg de Hambourg avant la guerre. Ayant été blessé au cours de celle-ci, Melchior avait ensuite été employé par le gouvernement allemand et à partir de 1919, il avait été enrôlé comme conseiller économique et financier dans le cadre de la conférence de Paris. Il y avait 2 autres représentants allemands, mais Keynes a surtout été impressionné par Melchior. Il y eut d'autres conférences à la suite pour régler l'épineux dossier des approvisionnements. Et Keynes a donc eu de nombreuses occasions de revoir Melchior, avec lequel il noua des relations amicales. Keynes réussit à convaincre les Alliés de libérer l'or des Allemands, et ceux-ci pouvaient alors l'utiliser pour régler leurs approvisionnements. Mais, en échange, ils devaient rendre tous leurs navires. Le risque de famine en Allemagne et en Autriche a conduit Keynes à proposer un prêt de solidarité devant le Conseil suprême économique interallié. Il avait même défendu une annulation de toutes les dettes interalliées, mais cette idée n'avait pas beaucoup plu, ce qui l'amena à proposer une version plus acceptable. Mais le président Wilson rejeta l'idée. Au fur et à mesure de l'avancée des négociations, la frustration de Keynes ne fit que grandir, jugeant les demandes de réparation franco-britanniques abusives. Il écrivit à sa mère qu'à la place de l'Allemagne, il préférerait mourir que de signer une telle paix. Il envisagea alors de démissionner et en fit part à Austin Chamberlain. À la fin de mai 1919, Keynes réitéra son avertissement auprès de John Bradbury, son supérieur à Paris, lui indiquant qu'il pouvait désormais partir à tout moment, ce qu'il fit le 7 juin de guerre lasse. Il faut souligner que Keynes n'était pas membre des commissions les plus importantes de la conférence de la paix, notamment celle sur les réparations, mais sa contribution n'avait pas été nulle. Il était notamment à l'origine de l'idée que les réparations seraient décidées au fil de l'eau pendant les années suivantes, en fonction des capacités réelles des Allemands, et non pas définies immédiatement une bonne fois pour toutes. En revanche, ce qui l'avait le plus déçu était le refus par les Américains de son plan de reconstruction de l'Europe. Keynes n'était pas le seul à avoir été déçu par les dispositions du traité. Herbert Hoover, futur président des États-Unis, était là, lui aussi, en tant que conseiller de la délégation américaine à Paris. Plus tard, il racontera qu'après avoir lu les termes du traité, il éprouva le besoin d'aller faire un tour dans les rues de Paris pour se calmer. C'est alors qu'il rencontra Keynes et le général sud-africain Jan Smuts, qui, semblait-il, avaient tous deux eu la même idée. Il décrivit Keynes en ces termes. Keynes était l'économiste de la délégation britannique. Apparemment, Lloyd George ne l'aimait pas et l'appelait le lutin de l'économie. Il avait un esprit brillant, puissant dans l'analyse et le don de l'expression. Comme la plupart des intellectuels, il cherchait généralement de nouveaux modèles et de nouvelles formes pour le monde, plutôt que de la sagesse dans ce qu'il fallait faire ensuite. Ce genre d'esprit occupe une place importante dans le monde, bien qu'il énerve parfois qui, pendant ce temps, doit maintenir la machinerie de la civilisation en fonctionnement. Cependant, Keynes et moi étions entièrement d'accord sur les conséquences économiques du traité. Keynes se mit à écrire les conséquences économiques de la paix à partir du mois d'août. Il s'installa à Charleston, la maison de Vanessa Bell, et termina son écriture en 2 mois. Dans ce pamphlet politique, très critique envers le traité de paix, Keynes brossait le portrait des 3 principaux dirigeants alliés et de leur politique. Clemenceau pour la France, Wilson pour les États-Unis et Lloyd George pour la Grande-Bretagne. Il épargna Lloyd George dans la version officielle du livre, de peur de se brouiller avec lui. Le passage censuré le concernant ne paraîtra qu'en 1933 dans son livre Essays in Biography, où le sorcier gallois sera comparé à une femme fatale.
En revanche, le président Wilson est critiqué au point que l'on pouvait imaginer qu'il était rendu grandement responsable des ratés du traité de Paris. Le portrait ultérieur de Lloyd George par Keynes est néanmoins venu atténuer cette impression. Dans les conséquences économiques de la paix, Keynes soulignait que les demandes alliées en réparation étaient abusives et qu'en affaiblissant ainsi l'Allemagne, c'est l'Europe tout entière qu'on affaiblissait. Les clauses sur le charbon, par exemple, prévoyaient que l'Allemagne devait en exporter chaque année 40 millions de tonnes à destination des pays alliés, alors que, dans le même temps, elle avait été dépossédée de l'Alsace-Lorraine et des bassins de la Sarre et de la Haute-Silésie. Keynes se montrait donc pessimiste quant à l'avenir de l'Europe si le traité n'était pas corrigé. Il suggérait de nouvelles clauses de réparation moins sévères, l'aménagement voire l'annulation de la dette interalliée, mais aussi un financement international pour la reconstruction des économies et une union de libre-échange entre pays européens. Sans quoi, il redoutait une future déflagration mondiale pire que la Grande Guerre. Un an avant que Keynes ne se décidât à écrire les conséquences économiques de la paix, son ami Lytton Strachey avait connu le succès avec son livre Eminent Victorians, qui portait un regard critique sur la vie de 4 éminentes figures de la période victorienne. Son style mordant révolutionna le genre biographique et il semble que Keynes s'en inspira pour décrire les 3 grands personnages de son livre. Keynes se sentait certain du succès de son livre au point qu'il avait décidé de supporter tous les coûts de publication et de ne laisser que 10% du produit des ventes à Macmillan, sa maison d'édition. Le livre avait été imprimé à Édimbourg et tous les exemplaires devaient être acheminés par bateau jusqu'à Londres. Malheureusement, il y eut un naufrage et 2000 exemplaires tombèrent à l'eau. Fait surprenant, ceux-ci restèrent intacts et dérivèrent jusqu'au Danemark où ils furent récupérés et vendus aux enchères sur place. Pour l'édition américaine, Keynes avait choisi Harcourt, Brace & Hove sur les recommandations de Walter Lippmann, dont Keynes avait fait la connaissance à la conférence de Paris. 60 000 exemplaires du livre se vendirent en 2 mois, rien qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un record pour l'époque. Il fut traduit et publié un peu partout dans le monde. Le succès fut partout au rendez-vous, ce qui fit de Keynes un personnage public de notoriété internationale. Il n'y avait cependant pas que des louanges. Certains, par exemple, ont reproché à Keynes son inexpérience politique, d'autres sa trop grande proximité avec l'Allemagne. Sur le plan de l'analyse économique, Keynes introduit le concept d'épargne excédentaire en indiquant que selon lui, l'épargne pourrait à l'avenir excéder les opportunités d'investissement. Le succès de son livre lui valut d'être proposé pour le prix Nobel de la paix en 1923, mais il ne fut pas décerné cette année-là, ni la suivante, et c'est Austin Chamberlain qui le recevra en 1925 pour la signature des accords de Locarno. L'année où il écrivit les conséquences économiques de la paix, Keynes prit quelques distances avec sa charge d'enseignant à Cambridge, car il souhaitait participer davantage à l'information du grand public. En juin 1919, on lui proposa un revenu annuel de 2000 livres pour diriger une banque spécialisée dans le financement du commerce avec la Scandinavie, la British Bank of Northern Commerce. L'offre était d'autant plus alléchante que cela ne devait l'occuper qu'une matinée par semaine. Mais Keynes la refusa après avoir consulté plusieurs banquiers de la City. En août, alors qu'il s'attelait à l'écriture des conséquences économiques de la paix, il commença à spéculer sur le marché des changes. Il achetait et vendait différentes monnaies, dollars américains, roupies indiennes, francs français, marques allemands ou encore florins hollandais. La forte volatilité des taux de change, après la Première Guerre mondiale, offrait des opportunités de gains importants à condition d'être dans le bon sens. De nombreux spéculateurs ont essayé d'en tirer parti, dont Keynes. Il opérait classiquement de la façon suivante. Il souscrivait un contrat à terme pour acheter ou vendre une devise étrangère contre la livre sterling. Puis, il clôturait sa position au moyen d'un achat ou d'une vente au comptant avant la date de livraison des devises. Il perdait ou gagnait en fonction de l'écart entre le taux à terme et le taux au comptant. Dans une lettre adressée à sa mère, il explique « Je n'ai pas mené une existence aussi régulière depuis des années, et je me porte très bien. Pour échapper à l'ennui de la vie à la campagne,
Je cherche une diversion dans la spéculation sur les monnaies étrangères. Ce qui va choquer père, mais je l'espère, me rapportera gros. À l'invitation du gouverneur de la Banque des Pays-Bas, il se rendit à Amsterdam pour réfléchir à la mise en place d'un prêt international. À cette occasion, Karl Melchior, qui était aussi présent, lui communiqua des informations sur la situation financière des pays européens. Keynes en déduit que le mark allemand ne pouvait que se déprécier et il décida de spéculer à la baisse de cette monnaie. Oui, mais voilà. Certains tuyaux, même appuyés par une analyse fine et objective de la situation, ne s'avèrent pas toujours exacts, comme Keynes a pu l'apprendre à ses dépens. Le mark se mit à monter au point qu'il se retrouva bientôt au bord de la faillite. Son courtier lui demanda une couverture de 7000 livres pour ne pas clôturer sa position. Grâce à un riche banquier qui lui prêta 5000 livres et à sa maison d'édition qui lui accorda une avance sur ses droits d'auteur, il put maintenir sa position. Finalement, la tendance s'inversa. Le mark se déprécia et Keynes finit par s'en sortir sans perte. En septembre 1920, grâce à l'un de ses anciens collègues au Trésor, Keynes a pu intégrer le conseil d'administration de la National Mutual Life Assurance Society. Il en deviendra président en 1921 et le restera jusqu'à sa démission en 1938. En 1923, il rejoindra une autre compagnie d'assurance, la Provincial Insurance Company, en tant que président du comité des finances. En novembre 1920, il est embauché par le King's College avec un revenu annuel de 100 livres pour gérer les finances de l'établissement. Au début des années 1920, Keynes cumule ainsi plusieurs postes consistant à faire fructifier un capital sur les marchés. Nul doute que Keynes était un expert au sujet des taux de change. Dans son livre A Tract on Monetary Reform, publié en 1923, il détaillait le fonctionnement du marché des changes à terme et formulait la théorie de la parité des taux d'intérêt couverte. À l'époque, la plupart des spéculateurs sur le marché des changes s'appuyaient sur l'analyse technique, c'est-à-dire sur l'étude des graphiques de cours et de différents indicateurs déduits des cours afin de prévoir leur évolution. Keynes, quant à lui, comptait sur sa propre analyse des variables macroéconomiques pour prédire les mouvements futurs des taux de change. Selon une étude réalisée en 2016 par Olivier Accominotti et David Chambers, le rendement obtenu par Keynes, bien que positif, est néanmoins modeste une fois ajusté du risque et en comparaison avec celui obtenu par le recours à l'analyse technique. Keynes ne se contentait pas de spéculer sur le change. Il réalisait aussi des opérations sur les actions, le coton, le plomb, l'étain, le caoutchouc, le blé, le sucre, l'huile de lin et le jute. Il continuera ses activités d'investisseur et de spéculateur jusque dans les années 1930. On peut s'interroger sur les véritables motivations de Keynes en tant que spéculateur. Était-ce le jeu? Était-ce l'argent? Un mélange des deux peut-être. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout au long de sa vie, Keynes sera un fervent critique de la cupidité, lui qui pourtant s'adonnait à une activité dont l'un des buts évidents, si ce n'est le principal, est de s'enrichir. Il ira jusqu'à écrire plus tard « L'amour de l'argent comme possession, à distinguer de l'amour de l'argent comme moyen d'accéder au plaisir et aux réalités de la vie, sera reconnu pour ce qu'il est, une morbidité un peu dégoûtante, une de ces propensions mi-criminelles mi-pathologiques qu'on remet en frissonnant aux spécialistes des maladies mentales. » Paradoxalement, Keynes deviendra très riche notamment grâce à ses activités d'investisseur, aussi bien à titre professionnel que privé. Keynes n'avait pas pour autant abandonné l'écriture de son traité sur les probabilités. Il reprit ce travail au cours de l'année 1920, avec peine cependant, car il ne s'était pas penché sur le sujet depuis 1914. C'est en août 1921 que A Treatise on Probability sera finalement publié. Keynes y présente une théorie des probabilités plus philosophique que mathématique, même si l'ouvrage comporte son lot de formules mathématiques. Le grand mathématicien français Émile Borel publiera une analyse critique du livre en 1924, soulignant des défauts. Frank Ramsey, jeune mathématicien de Cambridge admiré de Keynes, s'opposa à son approche des probabilités dès 1921. Mais c'est en 1926, au cours d'une conférence intitulée « Vérité et probabilité », que Ramsey portera les stockades. Le contenu de cette conférence ne sera publié qu'en 1931 à titre posthume, Ramsey étant décédé l'année précédente à l'âge de 26 ans.
Dans un article de 1931 dédié à Ramsay, Keynes était sur le point de reconnaître que le jeune mathématicien avait raison. L'une des caractéristiques de Keynes était de changer d'opinion et de reconnaître ses torts assez fréquemment. L'économiste autrichien Friedrich Hayek a ainsi expliqué lors d'une interview en 1978 qu'il avait passé 1 an à lire A Treatise on Money pour en faire la critique et qu'une fois celle-ci publiée, Keynes lui avait dit que cela n'avait plus d'importance, car il ne croyait plus aux idées qu'il avait développées dans le livre. Lorsque la théorie générale a été publiée en 1936, Hayek avait alors supposé que Keynes changerait rapidement d'avis et décida de ne pas consacrer de temps à l'écriture d'une critique systématique, une décision qu'il dit avoir regretté le reste de sa vie. À peu près à la même époque, Keynes a eu une courte relation avec Walter John Herbert Sprott, alias Sebastian Sprott, un jeune étudiant et nouvel apôtre de Cambridge qui était proche de certains membres du groupe de Bloomsbury. Ce fut le dernier amant connu de Keynes, car le fait est que celui-ci était de plus en plus attiré par les femmes. Une lettre de Lytton Strachey à Sprott indique qu'à l'époque, Keynes était déjà épris d'une certaine Janet. Comme beaucoup de Britanniques, Keynes s'était entiché de ballets russes. En 1911, la compagnie des ballets russes emmenée par le danseur étoile Václav Nijinsky avait fait grande impression lors de sa première tournée au Royal Opera House de Covent Garden. Lors de la saison 1921, la danseuse Lydia Lopokova, qui avait rejoint la troupe de Diaghilev après 2 ans d'absence, dansait la Fée des Lilas et la Princesse Aurore dans La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Keynes était subjugué par Lydia. Il l'avait rencontrée une première fois en 1918 lors d'une réception, alors qu'elle dansait dans The Good Humoured Ladies, les Dames de bonne humeur, le ballet de Massine inspiré de Carlo Goldoni. En cette année 1921, il avait l'occasion de la revoir à nouveau sur scène, mais aussi en dehors, dans les soirées de Bloomsbury. Il devint même son conseiller financier, allant jusqu'à négocier ses contrats pour ses prestations scéniques. Lydia Lopokova, de son vrai nom Lopukova, était née à Saint-Pétersbourg le 21 octobre 1891 ou 1892 selon les sources. À l'âge de 9 ans, elle avait intégré l'école impériale de ballet en vue de devenir ballerine. En 1910, elle dansa Colombine dans le carnaval à Londres et à Paris. L'année suivante, elle partit danser aux États-Unis. En 1915, elle était sur le point de se marier avec Heywood Broun, un journaliste au New York Tribune. Le mariage devait avoir lieu en automne, mais entre-temps, Lydia était partie danser à New York où elle renoua avec Randolpho Barocchi, son véritable amour, qui était le secrétaire de Diaghilev. Elle rompit avec Brown et partit en tournée à travers les États-Unis, durant laquelle elle épousa Barocchi. Elle quittait ensuite sa troupe et son mari pour un officier russe et disparut pendant quelques semaines. Lorsqu'elle revint danser sur le vieux continent en 1918, elle fit la connaissance de Keynes et de Bloomsbury, dont certains membres ne l'appréciaient guère, comme les sœurs Bell. Elle s'éclipsa de la scène entre 1919 et 1921 avant de rejoindre la compagnie Diaghilev pour une nouvelle tournée. Finalement, une fois son divorce d'avec Barocchi prononcé, elle épousa Keynes en 1925. En janvier 1921, une autre conférence internationale s'est tenue à Paris pour ajuster les réparations allemandes. Dans un article du Manchester Guardian, Keynes se montra très critique des décisions prises lors de cette conférence. Plusieurs conférences allaient suivre et Keynes exposa son point de vue à chaque fois dans le Manchester Guardian, parfois dans le Sunday Times. Ces articles étaient aussi publiés à l'étranger. Keynes se montrait très critique de la politique des Américains, qu'il accusait d'étouffer l'Europe en y exportant beaucoup, tout en limitant leurs importations par un tarif douanier. En janvier 1922, Keynes publia une suite à son livre sur les conséquences économiques de la paix,
intitulé « Une révision du traité », où il faisait le point sur les évolutions des termes du traité de Versailles à la suite des différentes conférences qui avaient suivi et proposait ses propres solutions. Pendant cette période, il écrivit aussi une série d'articles destinés au grand public qui portaient sur des problèmes économiques et financiers nés de l'après-guerre et les solutions pour les surmonter. Keynes y fait preuve d'un certain malthusianisme, en prônant la limitation de la taille de la population par le contrôle des naissances, source de tout progrès social selon lui. Une controverse allait naître en 1923 avec l'économiste et homme politique William Beveridge, qui l'attaqua sur ce néo-malthusianisme. Du 10 avril au 19 mai 1922 se déroula la conférence de Gênes en Italie, où 34 pays furent représentés. L'objectif était de rétablir l'ordre monétaire international. Les accords issus de la conférence prévoyaient que chaque pays pourrait rétablir une convertibilité de sa monnaie en or si son stock le lui permettait, ou de considérer la livre sterling et le dollar américain comme monnaie de réserve de substitution. Keynes avait accepté d'être le reporter du Manchester Guardian lors de la conférence, avec l'engagement de produire 2 articles principaux en 3 semaines. Il recommandait un retour à l'étalon or en lingots et une stabilisation des taux de change plutôt que d'essayer d'améliorer la valeur de la monnaie par la déflation. En marge des accords de Gênes et contrevenant au traité de Versailles, l'Allemagne et la Russie signaient le traité de Rapallo, par lequel ils décidaient de renoncer aux réparations de guerre mutuelles et de développer leurs relations diplomatiques et commerciales. Ils décidèrent également de collaborer sur un plan militaire sans en avertir les autres pays. Ce qui inquiétait Keynes à l'époque, c'était plutôt l'hyperinflation allemande. Aussi préconisait-il un moratoire sur les réparations allemandes pour éviter que la situation économique ne dégénérât davantage. Devant les difficultés des Allemands à s'acquitter des réparations, la France et la Belgique envahirent la Ruhr le 11 janvier 1923. Une période d'âpres négociations allait suivre. Keynes jouera les intermédiaires entre le nouveau gouvernement britannique de Bonarlo et le gouvernement allemand emmené par Wilhelm Kühnau, allant jusqu'à aider les Allemands à élaborer des propositions de sortie de crise. De 1919 à 1925, Keynes ne s'était pas seulement consacré au traité de paix et aux problèmes des dettes et réparations d'après-guerre. La question du retour à l'étalon or et de ses conséquences économiques allait également beaucoup l'occuper. Il était convaincu que le monde avait changé au point qu'un retour à celui d'avant n'était plus envisageable. L'or était devenu une monnaie gérée, conséquence du développement considérable du papier-monnaie et du crédit bancaire. En outre, les États-Unis détenaient à présent l'essentiel des réserves d'or dans le monde et pouvaient imposer leur politique aux autres et à la Grande-Bretagne en particulier. En avril 1923, Keynes devint le principal actionnaire de l'hebdomadaire Nation and Athenaeum avec un groupe d'amis. Le Nation était un journal libéral au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire progressiste, social-libéral ou encore de centre-gauche. Une ligne qui correspondait parfaitement à la pensée de Keynes. Dès ses études à Cambridge, Keynes avait déjà manifesté une grande sympathie envers le Parti libéral, suivi d'un engagement politique qui allait s'accentuer dans les années 1920. Keynes allait publier de nombreux articles dans The Nation. Il en était le directeur de la publication et son ami Leonard Woolf, son rédacteur littéraire. En décembre de la même année, il allait publier un ouvrage qui compte parmi les plus importants de sa bibliographie, A Tract on Monetary Reform. La grande originalité de ce livre est d'affirmer que la monnaie devait être gérée activement pour assurer la croissance et l'emploi à travers une relative stabilité des prix et que l'on ne pouvait plus s'en remettre au mécanisme autorégulateur de l'étalon or, comme ce fut le cas au XIXe siècle. Keynes priait le gouvernement britannique d'abandonner l'idée de revenir au système de l'étalon or au taux de change d'avant-guerre. Il soulignait que ce système était générateur d'une grande instabilité des prix avec des conséquences terribles sur l'activité et l'emploi qui étaient en fin de compte les variables d'ajustement dans le système de l'étalon or permettant d'assurer la stabilité des taux de change. En vérité, l'étalon or est déjà une relique barbare. Car dans les faits, les monnaies faisaient déjà l'objet d'une gestion active de la part des autorités monétaires, gouvernements et banques centrales, depuis plusieurs années, ce que ne manque pas de souligner Keynes. Dans son livre, il insiste sur la nécessité d'inverser l'ordre des priorités prévalant jusqu'alors. La stabilité des prix doit être l'objectif prioritaire de toute politique monétaire, avant la stabilité des taux de change. Il précise toutefois qu'une légère inflation, bien qu'injuste,
est préférable à la déflation, facteur de chômage et d'appauvrissement, laquelle doit être évitée à tout prix au même titre que l'hyperinflation. Il préconise la création d'un indice de prix à la consommation sur le modèle de celui d'Irving Fisher, afin de suivre l'évolution du niveau général des prix. Dans le chapitre 3, il expose la version de la théorie quantitative de la monnaie selon Pigou, dite cambridgienne, par opposition à celle d'Irving Fisher. Il indique qu'à long terme, la théorie quantitative est sûrement vraie, mais il ajoute « Mais ce long terme est un guide trompeur des affaires courantes. À long terme, nous serons tous morts. Les économistes se fixent une tâche trop facile, trop inutile, si tout ce qu'ils peuvent nous dire lors des saisons de tempête, c'est que l'océan sera calme lorsque l'orage sera passé. » Pour Keynes, il est donc clair que la monnaie doit être gérée de façon active afin d'assurer une relative stabilité des prix. Quant à la stabilité des taux de change, elle doit être réalisée par une coopération internationale et l'utilisation des réserves en or. Mais Keynes opère un changement radical par rapport à l'orthodoxie monétaire. La stabilité de la livre doit s'apprécier par rapport au dollar, non plus par rapport à l'or. Le prix de l'or exprimé en livres peut donc désormais fluctuer. C'est la Banque d'Angleterre qui en fixera la parité quotidiennement pour les paiements au comptant ou à 90 jours. L'or ne serait donc plus la monnaie ultime, mais seulement un actif, une réserve de valeur, utilisée pour limiter les fluctuations à court terme des taux de change. Dans les années suivantes, Keynes allait continuer de promouvoir une politique de gestion monétaire active plutôt qu'un retour à l'étalon or automatique. En mai 1924, Keynes publie un article dans The Nation pour défendre la politique de grands travaux proposée par Lloyd George un mois auparavant. Le chômage a-t-il besoin d'un remède drastique ? Interroge Keynes. Il y défend pour la première fois un programme de travaux publics pour relancer l'activité économique du pays, car, regrette-t-il, l'épargne nationale est trop investie à l'étranger dans des projets peu productifs, ce qui n'améliore ni les exportations ni l'emploi. La Grande-Bretagne comptait environ 800 000 chômeurs à l'époque, soit 10% de la main-d'œuvre totale, le double de ce qui était considéré comme normal avant la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, Keynes parle d'une prospérité cumulative induite par la dépense publique, idée qui préfigure le multiplicateur. Pour lui, l'État doit amorcer la pompe en lançant de grands travaux dans différents secteurs afin de redonner confiance aux acteurs privés qu'il juge trop timorés, ce qui devrait entraîner une réorientation de l'épargne nationale vers des projets d'investissement domestiques. Au cours de cette même année 1924, Keynes tenta d'aider son ami, le fantasque Ludwig Wittgenstein. L'auteur de Tractatus Logico-Philosophicus vivait reclus en Autriche avec très peu de moyens. Frank Ramsey, qui lui avait rendu visite en 1923, avait écrit à Keynes pour l'informer de la situation précaire dans laquelle se trouvait leur ami commun. Malgré leur tentative pour le faire revenir à Cambridge, Wittgenstein restait inflexible et rejetait toute aide matérielle, y compris de sa propre famille. Il finira par retourner à Cambridge, mais seulement en 1929. Le 13 juillet 1924, Alfred Marshall décède, et Keynes est alors sollicité par Francis Edgeworth, son co-rédacteur en chef de The Economic Journal, pour écrire sa biographie en forme d'hommage. Je suis vraiment heureuse que ce soit Maynard qui l'écrive, car il le fera magnifiquement, et Alfred était fier de le compter parmi ses élèves. Mary Marshall se montra enthousiaste, comme le révèle cet extrait d'une lettre qu'elle adressa à la mère de Keynes après avoir appris la nouvelle. Keynes avait toujours eu une grande affection et un profond respect pour la femme d'Alfred Marshall. Il reprochait d'ailleurs à Alfred Marshall de ne pas l'avoir traitée à la hauteur de ses mérites. Comme son mari, Mary Paley Marshall était économiste. Elle avait écrit un manuel de cours pour étudiants que Keynes tenait en haute estime. Malheureusement, Alfred Marshall le trouvait simpliste et trop court, au point de ne pas avoir renouvelé son édition. D'une manière générale, Keynes reprochait à Marshall son incapacité à reconnaître le plein potentiel des femmes, en plus de quelques autres défauts qu'il attribuait à la société victorienne. Sa biographie de Marshall fut finalement publiée en septembre dans The Economic Journal. En novembre 1924, Keynes donne une conférence à Oxford où il critique la théorie du laisser-faire. Le texte sera retravaillé et publié sous la forme d'un essai en 1926 intitulé « La fin du laisser-faire ». Après avoir rappelé les sources intellectuelles de l'individualisme et du laisser-faire, Keynes affirme qu'il ne croit pas que des individus agissant indépendamment pour leur propre intérêt produiront la plus grande quantité de richesses.
Pour lui, cette croyance est fondée sur des hypothèses irréalistes. Il considère toutefois que le socialisme serait pire qu'un marché d'individus libres poursuivant leurs propres intérêts sans ingérence du gouvernement. Il indique néanmoins que certaines fonctions échappent à la sphère de l'individu et doivent donc être assurées par l'État. Keynes exprimait là une vision progressiste de l'économie. En somme, le capitalisme ne pouvait fonctionner seul. Il devait être dirigé par un groupe de personnes éclairées. L'organisation économique et sociale optimale, selon lui, devait donc se situer quelque part entre socialisme et libéralisme. En octobre 1924, les conservateurs arrivent au pouvoir. Winston Churchill est nommé chancelier de l'échiquier du nouveau gouvernement Baldwin. Les partisans d'un retour à l'étalon or furent encouragés par la remontée de la livre qui s'ensuivit, à 4,68 $, juste en dessous de sa parité d'avant-guerre. La commission Chamberlain-Bradbury, qui, depuis un an, planchait sur la question du retour à l'or, en conclut que le moment était venu. Parmi les experts consultés, seuls Keynes et Reginald McKenna, le président de la Midland Bank, y étaient opposés. Après la fin de la guerre, les dirigeants britanniques avaient cherché à redresser la valeur de la livre en menant une politique fortement déflationniste, avec pour conséquence un taux de chômage élevé. Keynes redoutait ainsi le retour de la déflation causée par une parité trop élevée et s'employait à le faire savoir autant que possible. Otto Niemeyer, contrôleur des finances au Trésor, et Montagu Norman, gouverneur de la Banque d'Angleterre, étaient en revanche de ceux qui pressaient Churchill de revenir à l'étalon or. Selon James Grigg, secrétaire particulier de Churchill, lors d'une réunion le 17 mars 1925, Keynes aurait déclaré à Churchill qu'un retour à l'étalon or provoquerait une augmentation du chômage, un ajustement à la baisse des salaires et des grèves prolongées dans certaines industries. Il était donc préférable de maintenir les prix intérieurs et les taux de salaire nominaux stables et de laisser les taux de change fluctuer pour le moment. Churchill trouva les arguments de Keynes convaincants. Il a confié à Niemeyer qu'il était préoccupé par l'attitude du gouverneur de la Banque d'Angleterre, lui reprochant de se satisfaire de la situation financière de la Grande-Bretagne alors que le pays faisait face à des pénuries et comptait 1 250 000 chômeurs. Il était impossible de ne pas considérer le plein emploi comme un objectif au moins égal aux autres et probablement supérieur. Churchill interrogea également Philip Snowden, qui avait occupé son poste dans le précédent gouvernement travailliste. Celui-ci lui conseilla de rétablir l'étalon or aussitôt que possible. Le 17 mars 1925, au cours d'un dîner qui réunissait partisans et opposants du retour à l'étalon or, Churchill avait reconnu que Keynes fournissait les meilleurs arguments, mais que pour des raisons politiques, il était plutôt enclin à suivre les partisans d'un retour à l'étalon or. Et le 28 avril 1925, il annonça officiellement le retour à la convertibilité or de la livre sterling. La parité d'avant-guerre fut rétablie, 4,86 $ pour une livre, un niveau trop élevé, qui allait s'avérer fatal pour l'économie britannique. La réaction de Keynes ne s'est pas fait attendre. Elle est intervenue principalement sous la forme d'une série de 3 articles parus dans l'Evening Standard des 22, 23 et 24 juillet 1925 sous le titre « Unemployment and Monetary Policy ». Le même mois, une brochure intitulée « The Economic Consequences of Mr. Churchill », reprenant ces 3 articles, fut publiée par la Hogarth Press de Leonard et Virginia Woolf, les chapitres 1, 3 et 5 correspondant aux articles de l'Evening Standard. Aux États-Unis, la brochure a été publiée sous le titre « The Economic Consequences of Sterling Parity ». Keynes affirmait que la parité de la livre était trop élevée de 10%, ce qui entraînait une perte de compétitivité à l'international. Les exportations s'en trouveraient réduites et les importations augmenteraient, les produits étrangers voyant leur prix en livres diminuer d'autant. Cette surévaluation de la livre ne pouvait donc aboutir qu'à une détérioration de la balance commerciale. Toutefois, si les autres pays jouaient le jeu de l'étalon or, comme ce fut le cas au XIXe siècle, cette situation ne devait normalement pas s'éterniser. Le déficit de la balance commerciale entraînant un transfert d'or de la Grande-Bretagne vers ses partenaires commerciaux étrangers, la masse monétaire en circulation dans ces pays devait par conséquent augmenter, ce qui, en vertu de la théorie quantitative de la monnaie, devait y produire de l'inflation. Mais les besoins de financement de l'économie et la raréfaction de l'or avaient conduit les banques à émettre davantage de billets et de monnaies scripturales, et cette dynamique avait été accélérée durant la Grande Guerre, si bien que la masse monétaire n'était que très partiellement couverte par de l'or. Et en conséquence,
une augmentation des réserves en or d'un pays n'accroissait que très peu sa masse monétaire en proportion, ce qui retardait le processus de rééquilibrage de la balance des paiements. Les pays recevant de l'or devaient alors accélérer le processus de création monétaire en diminuant leur taux d'intérêt. Par symétrie, la quantité de monnaie devait diminuer en Grande-Bretagne et conduire à la déflation, grâce notamment à des taux d'intérêt plus élevés. La Grande-Bretagne regagnant en compétitivité, sa balance commerciale pouvait ainsi revenir à l'équilibre avec un taux de change proche de la parité, l'ajustement se faisant ainsi par le mouvement contraire des prix intérieurs dans chaque pays. Le système de l'étalon or permettait donc un retour automatique à l'équilibre des balances des paiements et la stabilité des taux de change. Cela avait plutôt bien fonctionné de 1870 à 1914, raison pour laquelle les partisans d'un retour à la convertibilité or de la livre à sa parité d'avant-guerre étaient nombreux à cette époque. Mais ce mécanisme de retour automatique à l'équilibre dans le cadre de l'étalon or ne fonctionnait que si tous les acteurs jouaient selon les règles établies. Or, ce ne fut pas le cas des États-Unis qui stérilisèrent les entrées d'or afin d'éviter une hausse des prix intérieurs. Le franc français, qui n'était plus arrimé à l'or, avait fortement dévalué et la France ne faisait rien pour soutenir son cours. Ainsi, malgré la forte inflation dans le pays, la balance commerciale avec la Grande-Bretagne était toujours excédentaire, car le taux de change restait sous-évalué. Côté britannique, l'ajustement ne se faisait pas non plus. Normalement, les sorties d'or et les hausses de taux d'intérêt devaient entraîner une déflation, avec pour conséquence ultime le rééquilibrage de la balance des paiements. Or, si les prix baissaient plus vite que les salaires, ce qui se traduisait par du chômage, ils ne baissaient toutefois pas suffisamment pour rétablir la compétitivité du pays. En résumé, le taux de change de la livre restait sous pression, malgré la politique déflationniste du gouvernement, laquelle engendrait du chômage, et les réserves en or de la Banque d'Angleterre continuaient de s'amenuiser. Le fait nouveau par rapport au XIXe siècle était le développement du syndicalisme et la mise en place en 1920 d'une assurance chômage. Il devenait ainsi plus difficile de faire accepter des baisses de salaire quand bien même celles-ci allaient être compensées par des baisses de prix, car les travailleurs n'avaient pas la garantie que cette compensation serait totale, c'est-à-dire que leur pouvoir d'achat n'en serait pas affecté. Autrement dit, rien ne garantissait qu'en cas de baisse des salaires nominaux, les prix baisseraient suffisamment pour éviter une baisse des salaires réels. La résistance à la baisse des salaires nominaux engendrait du chômage, et les salaires réels de ceux qui conservaient un emploi augmentaient avec la baisse des prix. En 1925, Keynes est intervenu à l'université d'été du Parti libéral pour y affirmer que, selon lui, le Parti libéral était le mieux à même de répondre à ses préoccupations. Il estimait que le parti devait s'atteler à résoudre 5 catégories de questions prioritaires. Les questions relatives à la paix, les questions relatives au gouvernement, les questions sexuelles, les questions relatives à la drogue et les questions économiques. À cette époque, Keynes, qui se veut progressiste, peine encore à se frayer un chemin entre l'anarchie du laisser-faire et la tyrannie du totalitarisme. Il lui manque encore une théorie économique générale et solide, susceptible d'appuyer son volontarisme en matière de politique économique et sociale. En septembre 1925, Keynes et sa femme Lydia visitèrent la Russie peu après leur mariage, à l'occasion des célébrations du bicentenaire de l'Académie des sciences, lui en tant que représentant officiel de l'université de Cambridge. À son retour, il a rédigé 3 articles qui ont ensuite été compilés dans un recueil intitulé A Short View of Russia. Les articles parurent pour la première fois dans The Nation les 10, 17 et 25 octobre 1925 et furent réimprimés par la Hogarth Press en décembre de la même année. En résumé, Keynes y dénonce ce qu'il appelle l'amour de l'argent comme seul moteur de la société capitaliste, tandis que le communisme soviétique y est comparé à une religion, une éthique, dirons-nous aujourd'hui, qui fournit un lien social entre les gens et qui, à ce titre, est supérieur au capitalisme, bien que totalement inefficace sur le plan économique. Il en conclut que pour triompher du communisme, le capitalisme irréligieux ne doit pas être juste plus efficace économiquement, mais un grand nombre de fois plus efficace. Il écrit ainsi « Le léninisme est la combinaison de 2 choses que les Européens ont maintenues historiquement dans 2 compartiments séparés de l'âme, la religion et les affaires. Nous sommes choqués parce qu'ici la religion est neuve, et méprisants parce que les affaires, étant subordonnées à la religion plutôt que l'inverse, manquent grandement d'efficacité. » Et au sujet de la pertinence de la théorie économique marxiste sur laquelle reposait le système soviétique, il est catégorique. Comment pourrais-je accepter une doctrine qui s'est choisie pour Bible, par-dessus et par-delà toute critique envisageable, un manuel d'économie dépassé,
dont je sais qu'il n'est pas seulement faux sur le plan scientifique, mais aussi dénué d'intérêt ou d'application possible dans le monde moderne. Keynes considérait que les idées de Marx en économie dérivaient ni plus ni moins d'une partie de l'œuvre de David Ricardo, notamment de sa théorie sur la valeur travail qui était erronée, et qu'il avait de surcroît commis d'autres erreurs. Après le retour à l'étalon or, les difficultés de la Grande-Bretagne ont persisté. De 1924 à 1929, les prix, les revenus et les profits allaient baisser et le taux de chômage se maintenir à plus de 10% de la population active. Pour un pays dont le taux de chômage avoisinait les 3% entre 1851 et 1914, c'était un résultat catastrophique. La surévaluation chronique de la livre, malgré une politique de restriction monétaire et d'austérité budgétaire, déprimait l'activité des entreprises exportatrices. Pendant ce temps, d'autres pays industriels, tels que les États-Unis et la France, enregistraient des excédents commerciaux et voyaient leur situation économique s'améliorer progressivement. Keynes affirmait que les entreprises n'avaient que 3 options pour faire face à cette situation. Laisser courir leurs pertes, abandonner leurs activités les moins rentables, ou bien essayer de réduire les salaires. Les 2 premières n'avaient pas donné beaucoup de résultats, et quand les entreprises essayèrent de négocier des baisses de salaire, cela donna lieu à la grève générale de 1926. Après leur mariage, Keynes et Lydia louèrent une maison à quelques hectomètres de Charleston, où vivaient leurs amis Vanessa Bell et Duncan Grant. Lydia continuait à danser et Keynes était extrêmement pris par ses diverses activités. Tilton, qui était le nom de leur maison, leur servait de refuge à la campagne où ils venaient autant que possible passer leurs vacances. À Londres, ils résidaient au 46 Gordon Square. Les Keynes recevaient beaucoup, notamment les membres de Bloomsbury. Dans ses lettres, Virginia Woolf aura quelques mots durs à propos de l'hospitalité des Keynes, leur reprochant notamment de se montrer pingres avec leurs invités. D'une manière générale, elle trouvait que Maynard et Lydia étaient mal assortis. Elle reprochait à Lydia une certaine inculture et des manières un peu rustres. Elle n'était pas la seule à penser cela dans le groupe de Bloomsbury. Sa sœur Vanessa et son mari, Clive Bell, étaient du même avis. Durant l'année 1927, Keynes rencontrait souvent Lloyd George dans sa maison de campagne et travaillait sur ce qu'on appelait le livre jaune du Parti libéral, c'est-à-dire sur le nouveau programme politique du parti. Il en résultera un rapport en janvier 1928 qui consacrait l'interventionnisme étatique dans la vie économique et sociale du pays comme jamais auparavant. Au mois de mai 1929, juste avant les élections générales, Keynes publia un pamphlet intitulé « Lloyd George peut-il le faire ?», en collaboration avec Hubert Anderson. Il était question de défendre la candidature de Lloyd George aux élections en justifiant son programme de grands travaux publics susceptibles, selon eux, de réduire significativement le chômage. Keynes et Anderson affirmaient en outre que tout chômeur mis au travail générait automatiquement d'autres emplois, sans pour autant donner de chiffres précis quant au nombre d'emplois indirects que cela pouvait engendrer. L'idée d'un multiplicateur de la dépense publique est donc déjà présente dans ce texte de 1929, mais reste encore assez floue. Le Parti libéral prendra une véritable gifle aux élections générales de mai 1929, en gagnant à peine 59 sièges, mettant ainsi un terme aux ambitions politiques de Keynes. Tout le long des années 1920, devant un chômage persistant et une activité économique atone, beaucoup d'économistes s'interrogeaient sur la pertinence de la théorie économique dominante qui affirmait qu'avec la flexibilité des prix, des salaires et des taux d'intérêt, l'équilibre de plein emploi était toujours assuré, moyennant un délai d'ajustement relativement court et que les variations de taux d'intérêt garantissaient l'égalité entre l'épargne et l'investissement. La synthèse du courant marginaliste et de l'école classique avait été faite par Alfred Marshall en 1890 dans son livre « Principes d'économie politique » qui était alors la référence ultime pour de nombreux économistes au début du XXe siècle. Le professeur Pigou, élève et fils spirituel de Marshall, qui avait repris sa chaire à Cambridge après sa retraite, avait démontré que l'existence d'un chômage frictionnel et conjoncturel était possible, mais que grâce à la concurrence et à la flexibilité des salaires, la tendance était au plein emploi.
Au XIXe siècle, les opposants les plus sérieux à cette vision de l'économie avaient été Karl Marx et Thomas Malthus. Malthus, dans une empoignade célèbre avec Ricardo, avait soutenu que la loi de C n'allait pas de soi. Autrement dit, qu'une crise de surproduction ou de sous-consommation générale était tout à fait possible, ce que contestait Ricardo. Selon la loi de C, l'offre globale ne pouvait excéder la demande globale, ce qui, en langage keynésien post-théorie générale, signifiait que les récessions ne pouvaient en aucun cas provenir d'une faiblesse relative de la demande effective. Quant à la théorie quantitative d'Irving Fisher, qui affirmait qu'une croissance de la masse monétaire ne pouvait se traduire que par une hausse des prix, elle partait implicitement du postulat que le plein emploi était toujours réalisé, et ce, en vertu de la loi de C. Dans les années 1920, Keynes considérait encore que la théorie quantitative était fondamentalement vraie. C'est dans ce contexte d'une réalité économique qui ne collait pas avec la théorie dominante que Keynes entreprit d'écrire son traité sur la monnaie. Pendant ce temps, d'autres hérétiques, comme les appelait Keynes, doutaient également de la validité de la pensée dominante, sans toutefois réussir à l'ébranler, faute de pouvoir présenter une théorie alternative crédible. Parmi ces hérétiques, il y avait entre autres Johann Robinson, John Hobson, Silvio Gesell, Frédéric Soddy ou encore John Maurice Clark. De son côté, Keynes entreprit d'écrire un livre sur la monnaie à partir de juillet 1924 qu'il comptait intituler The Standard of Value. Puis, en juin 1925, le titre devint The Theory of Money and Credit. Ce n'est que vers août 1926 que le titre définitif, A Treatise on Money, apparut. Comme à chaque fois, Keynes faisait relire ses épreuves par plusieurs lecteurs avertis pour être sûr que ses explications étaient suffisamment claires et dans le but de corriger d'éventuelles erreurs. 4 économistes, Dennis Robertson, Roy Harrod, Ralph Oatrey et Arthur Pigou, allaient ainsi pouvoir relire certains passages de l'ouvrage tout au long de son écriture. Keynes allait y consacrer plus de temps que prévu et sa publication se faisait attendre. Entre-temps, il avait aidé son ancien étudiant et à présent collègue, Dennis Robertson, à terminer l'édition révisée de son livre Money, qui fut publié en 1928. Dennis Robertson avait exercé une grande influence sur Keynes, avec son ouvrage Banking Policy and the Price Level de 1926, mais aussi tout le long de leur collaboration. Banking Policy accordait une importance à l'épargne et à l'investissement en tant que déterminant du niveau d'activité économique, le système bancaire étant le moyen par lequel l'épargne était consacrée ou non à l'investissement industriel. L'économiste Mark Blogg dira d'ailleurs de ce livre « Il n'est pas extravagant de prétendre que ce travail, et non la théorie générale de Keynes, est la source de la dynamique macroéconomique moderne. » Finalement, c'est en 1930 que Keynes publiera son traité sur la monnaie, où les problèmes de détermination des prix et le rôle joué par la monnaie sont examinés. C'est un ouvrage sérieux, destiné plutôt à un public averti, contenant environ 800 pages, réparties en 2 volumes et 7 chapitres. Le premier volume est consacré à la théorie pure de la monnaie, et le deuxième, à la théorie appliquée. Dans ce livre, Keynes avait pour objectif, comme il l'écrit lui-même, de trouver une méthode utile pour décrire non seulement les caractéristiques de l'équilibre, mais aussi celles du déséquilibre, et de découvrir les lois dynamiques qui gouvernent le passage d'un système monétaire d'une position d'équilibre à une autre. L'objet du livre est principalement l'étude du niveau des prix plutôt que celui de la production ou de l'emploi, car Keynes croyait encore, comme la plupart des économistes de l'époque, que la stabilité des prix permettait de limiter les fluctuations de l'activité économique. Il cherchait également une alternative à la théorie quantitative de la monnaie formulée par Irving Fisher, qui ne le satisfaisait pas. Après avoir défini les facteurs déterminant le niveau des prix et les conditions de l'équilibre, Keynes aborde les causes possibles des variations de prix et des déséquilibres, c'est-à-dire des fluctuations dans le niveau général des prix qui sont à l'origine des cycles. Jusqu'alors, on avait plutôt attribué ces variations à des facteurs ou à des chocs externes au système économique. Ainsi, l'économiste William Stanley Jevons, à l'origine du courant marginaliste avec Karl Menger et Léon Walras, s'était intéressé aux taches solaires et avait remarqué que leur apparition avait un effet sur la quantité et la qualité des récoltes et donc sur le prix des céréales. En comparant la série chiffrée de la production anglaise entre 1721 et 1878 et les dates des éruptions solaires, il a pu établir une certaine corrélation entre la durée des cycles solaires, de 11 ans environ, et celle des cycles économiques. À première vue,
le lien entre les deux phénomènes pouvait sembler surprenant, mais il faut dire que l'économie du XIXe siècle était essentiellement agricole et donc très sensible aux conditions climatiques. Un fort ensoleillement engendrait de bonnes récoltes, et un faible ensoleillement de mauvaises récoltes, ce qui affectait aussi le moral des agents économiques. Et donc pour Jevons, les cycles économiques étaient déterminés par l'activité solaire. Pour Keynes, en revanche, les fluctuations du niveau des prix et de l'activité économique avaient des causes endogènes, et ces causes étaient à rechercher principalement du côté de l'épargne et de l'investissement. Il affirmait que les perturbations n'étaient pas seulement dues à des causes monétaires et financières, mais aussi à des causes réelles, comme la survenance de vagues d'innovation dans l'économie qui dirigeaient les entrepreneurs vers de nouvelles opportunités de profit. Keynes rejoignit Schumpeter sur ce point. Dans son traité, il présente les deux équations fondamentales qui définissent l'équilibre macroéconomique. La première équation fondamentale explique que le niveau des prix à la consommation dépend du coût unitaire des facteurs de production, soit le rapport entre le coût des facteurs de production et le volume de production, ainsi que de la différence entre le coût de l'investissement nouveau et le montant d'épargne rapporté au volume des biens et services de consommation disponibles sur le marché. La seconde équation explique le niveau général des prix par le coût unitaire des facteurs de production et la relation épargne-investissement. L'équilibre macroéconomique est réalisé quand le niveau des prix est égal au coût unitaire de production, ce qui est le cas lorsqu'il y a égalité entre l'investissement et l'épargne. Un changement dans le coût unitaire de production conduit instantanément à une nouvelle position d'équilibre. En revanche, quand l'investissement et l'épargne ne correspondent plus, il y a alors un déséquilibre dans la mesure où le niveau général des prix n'est plus égal au coût unitaire de production. Seul l'écart entre l'investissement et l'épargne est à l'origine des cycles économiques selon Keynes. En l'absence d'écart entre investissement et épargne, la production suivrait un rythme de croissance constant déterminé par l'évolution de la population et des connaissances techniques. Keynes prend l'exemple d'une économie à l'équilibre dont le taux de croissance moyen serait de 3%. Pour que le niveau des prix reste stable, il faudrait alors que la croissance de l'offre de monnaie soit également de 3%. Si l'offre de monnaie restait constante, alors les prix déclineraient et le taux nominal d'intérêt serait inférieur au taux réel. Keynes part de l'hypothèse que le volume de production, l'output, est celui qui correspond au plein emploi des ressources disponibles. Autrement dit, il ne peut y avoir de chômage ou, si chômage il y a, il n'est dû qu'à une certaine rigidité des salaires à la baisse qui ne peut durer éternellement. Pour que l'équilibre macroéconomique soit réalisé, il faut donc que l'écart entre les intentions d'investissement et d'épargne soit nul. Ce qui, a priori, n'est pas évident, car les décisions d'investissement et d'épargne sont prises par deux catégories de personnes différentes pour des raisons différentes. L'épargne est une fonction stable du niveau de revenu et n'est pas trop sensible aux variations du taux d'intérêt. L'investissement, quant à lui, est une fonction du taux d'intérêt et des opportunités de profit liées au progrès technique. L'écart entre l'investissement et l'épargne est donc essentiellement dû aux fluctuations de l'investissement. Keynes reprend à son compte l'idée d'un taux d'intérêt naturel développé par l'économiste suédois Knut Wicksell. Dans les écrits de Wicksell, les écarts entre les taux naturels et les taux du marché étaient toujours à l'origine d'un cycle de crédit, c'est-à-dire des phases alternées d'expansion et de contraction du crédit bancaire. Lorsque le taux du marché correspondait au taux naturel, l'épargne et l'investissement s'égalisaient, et les prix, les revenus et les profits étaient stables. Le taux d'intérêt dit naturel est donc celui qui garantit la stabilité des prix. Il mesure l'attractivité de l'investissement qui peut évoluer en fonction de différents facteurs. Pour Keynes, le taux de marché est déterminé par le système bancaire et n'a aucune raison de coïncider avec le taux naturel qui assure l'équilibre. Lorsque le taux du marché est au-dessus du taux naturel, alors l'épargne excède l'investissement et l'économie se contracte avec la baisse des prix, des revenus et des profits. Si en revanche le taux du marché est inférieur au taux naturel, l'investissement excède alors l'épargne et on entre dans une phase de boom économique avec la hausse des prix, des revenus et des profits. Ce processus peut être cumulatif, mais jusqu'à un certain point,
car Keynes estime qu'un mouvement excessif dans une direction tend à engendrer son propre remède, en plus de stimuler un mouvement excessif dans l'autre direction, de telle sorte que l'on peut s'attendre à un mouvement de pendule, à moins que quelque chose ne vienne l'interrompre. Le cycle du crédit, c'est-à-dire l'alternance de phases où l'investissement est supérieur puis inférieur à l'épargne, est ainsi comparé aux oscillations d'un pendule. Au départ, un pendule est en équilibre stable, qui correspond à sa position de repos. Une force externe déséquilibre le pendule, provoquant un mouvement dans un sens, puis, sous l'effet de la pesanteur, le pendule repart dans l'autre sens. Et ainsi de suite, pour finalement retourner à sa position d'équilibre en l'absence d'une autre perturbation. Enfin, c'est avec sa nouvelle théorie du cycle que Keynes expliquait le boom et la crise aux États-Unis entre 1925 et 1930. La phase précédant le krach de 1929 était caractérisée par un boom de l'investissement, qui avait fini par être contrecarré par des taux d'intérêt élevés. À partir du krach, la baisse des investissements s'est accélérée, tandis que l'épargne s'est envolée. Suivant sa théorie du cycle, tôt ou tard l'économie devait repartir dans l'autre sens, avec la baisse du taux d'intérêt et la reprise de l'investissement. Malheureusement, la Grande Dépression qui s'ensuivit allait battre en brèche cette théorie, car malgré la baisse des taux d'intérêt, l'économie restait déprimée avec un niveau de chômage record. Il y avait donc quelque chose qui l'empêchait de rebondir. Le traité sur la monnaie avait pour objet l'instabilité des économies de marché, les hauts et les bas qui caractérisent les cycles économiques. Les niveaux de production et d'emploi étaient considérés comme oscillant autour d'une norme, et l'objectif du traité était d'expliquer les facteurs à l'origine de ces mouvements. Mais avec la persistance de la dépression, il semblait de plus en plus évident que le problème n'était pas les fluctuations autour de la norme, mais la norme elle-même. À peine avait-il fini d'écrire son traité sur la monnaie que Keynes exprima une certaine insatisfaction dans une lettre adressée à sa mère. Esthétiquement, ce livre est un échec. J'ai trop changé ma pensée au cours de son élaboration pour qu'il possède une vraie unité. Dans la préface du livre, il écrira qu'il était conscient des défauts de l'ensemble. Les idées avec lesquelles j'ai fini sont très différentes de celles avec lesquelles j'ai commencé. Une grande partie de ce livre représente le processus qui a consisté à me débarrasser des idées que j'avais alors et à ouvrir la voie vers celles que j'ai maintenant. Il y a beaucoup de peaux mortes qui jonchent encore ces pages. Il s'ensuit que je pourrais faire mieux et beaucoup plus court si je devais recommencer. Recommencer allait très vite devenir une nécessité, car la critique et la Grande Dépression des années 1930 vont révéler les lacunes théoriques du livre, rendant sa révision indispensable. « 1930 a été une année chargée pour Keynes. Alors qu'il s'apprêtait à publier son livre A Treatise on Money, il était également membre de la Commission des finances et de l'industrie présidée par Macmillan et président du comité des économistes, un sous-comité du Conseil économique consultatif, l'Economic Advisory Council, créé par le gouvernement MacDonald. Les membres de la commission Macmillan se sont réunis la première fois en novembre 1929, quelques semaines après le krach de Wall Street. Cette commission avait été créée pour déterminer les causes de la dépression au Royaume-Uni et proposer des remèdes pour en sortir. Tout le long de l'année 1930, la commission allait auditionner un certain nombre d'experts et établir un rapport qui serait rendu public au printemps 1931. Les économistes Arthur Cecil Pigou, Dennis Robertson et Lionel Robbins figuraient parmi les experts entendus. Pigou et Robbins étaient également membres du comité des économistes présidé par Keynes. Ce sous-comité de l'Economic Advisory Council a été créé durant l'été 1930 et s'est réuni pour la première fois en septembre. L'audition de Keynes par le Macmillan Committee a débuté le 20 février 1930. En tout, Keynes sera entendu près de 9 heures, réparties sur plusieurs sessions, et ce jusqu'au 7 mars. Keynes y exposa sa théorie du cycle du crédit, issue du traité sur la monnaie, qui n'avait pas encore été publié. Il insista sur le fait que lorsque l'investissement excède l'épargne, le monde des affaires réalise un montant de profit anormal exactement égal à la différence entre l'investissement et l'épargne et que ce profit extraordinaire finance cette différence.
Et, inversement, lorsque c'est l'épargne qui excède l'investissement, il y a une perte anormale qui est financée par cet excès d'épargne. Pour Keynes, l'investissement était cependant la variable clé. Il attribuait les difficultés économiques du Royaume-Uni à une faiblesse relative de l'investissement qu'il fallait donc stimuler. Le moyen qu'il privilégiait pour y parvenir était de baisser le taux d'intérêt. Cela risquait cependant de faire fuir les capitaux étrangers. D'autres remèdes ont été avancés par Keynes, notamment la mise en place de mesures protectionnistes, ce qui était surprenant de la part de quelqu'un qui avait toujours jusqu'alors défendu le libre-échange. Keynes appela également de ses vœux la réalisation d'un programme de grands travaux et d'investissement public dans les infrastructures telles que les réseaux routiers ou téléphoniques. Solution qu'il avait déjà proposée dans son pamphlet « Lloyd George peut-il le faire ?», en guise de soutien au Parti libéral juste avant les élections générales de 1929. L'idée était d'absorber l'épargne à travers un grand emprunt national visant à financer l'investissement public, mais aussi, dans un second temps, à redonner confiance aux entrepreneurs pour les inciter à investir à leur tour. On opposa à Keynes le risque inflationniste d'une telle politique, ce à quoi il répondait qu'une légère inflation était préférable à la déflation qui déprimait l'activité économique. Lors de son audition par la commission Macmillan, Keynes chercha à convaincre son auditoire que toute l'épargne n'était pas nécessairement investie, ce qui engendrait une baisse de la production et une montée du chômage. Pour illustrer son point de vue, il présenta une expérience de pensée, désormais connue sous le nom de parabole des bananes, qui est également rapportée dans son traité sur la monnaie. Dans sa parabole des bananes, Keynes imagine une économie simplifiée qui ne produit qu'un seul type de bien, en l'occurrence des bananes. Au départ, l'épargne et l'investissement sont à l'équilibre, et le chômage est nul. Une campagne d'incitation à l'épargne est lancée qui réduit de facto la part du revenu global consacré à la consommation. Que se passe-t-il donc ensuite, en supposant que le niveau d'investissement reste inchangé ? Comme les bananes sont des biens périssables, les producteurs sont obligés de baisser leur prix pour pouvoir écouler leur production. Les consommateurs seront donc en mesure de consommer la même quantité de bananes qu'avant la campagne d'épargne. En revanche, les producteurs vont subir une perte exceptionnelle. Dans un premier temps, ils vont pouvoir maintenir le niveau de production et d'emploi en empruntant au marché ou à la banque un montant qui correspond exactement à leur perte, c'est-à-dire à l'excès d'épargne, si bien que cet excès pourra être épongé. Tôt ou tard, cependant, les producteurs vont tenter de résorber leurs pertes en diminuant les coûts de production, c'est-à-dire en procédant à des réductions de salaire et à des licenciements, ce qui aura pour effet de réduire le revenu distribué et ainsi la demande de bananes pour un montant équivalent. Par conséquent, les producteurs vont continuer à enregistrer des pertes. Devenant de plus en plus pessimistes quant à la profitabilité future de leur affaire, ils vont finir par diminuer le volume de leurs investissements. Ainsi, l'excès d'épargne par rapport à l'investissement ne va faire qu'augmenter, et la perte des producteurs également. Tant que l'effort d'épargne sera maintenu au même niveau, les pertes exceptionnelles ne diminueront pas, et la production et l'emploi continueront à décliner. Cette dynamique ne peut s'arrêter ou s'inverser que de trois manières possibles, selon Keynes. Soit la production aura cessé et la population sera morte de faim, soit la campagne d'incitation à l'épargne sera abandonnée ou ne pourra continuer du fait de la pauvreté grandissante, ou bien l'investissement sera stimulé, notamment par les banques, via par exemple la baisse du taux d'intérêt, au point d'égaler, voire de dépasser l'épargne. Cette parabole est intéressante à un double titre. Premièrement, elle montre que Keynes admet l'hypothèse d'un équilibre de plein emploi instable et que le retour à l'équilibre de plein emploi ne va pas de soi, ce qui va à l'encontre de son analyse sur le cycle du crédit développé dans A Treatise on Money, où il indique qu'à la suite d'une déviation, l'équilibre de plein emploi finit par se rétablir de lui-même. Deuxièmement, lorsqu'il affirme que la campagne d'incitation à l'épargne ne pourra continuer du fait de la pauvreté grandissante, Keynes ne réalise pas encore ce que cette phrase implique, à savoir que l'épargne est une fonction croissante du revenu. Lorsque le revenu baisse, l'épargne baisse également. Or, dans A Treatise on Money, il affirme que l'épargne est relativement stable par rapport au revenu et varie peu en fonction du taux d'intérêt. Il ne prendra conscience de cette contradiction que plus tard, au cours de son cheminement intellectuel vers la théorie générale. Un autre sophisme similaire à la parabole des bananes, et qui figure également dans son traité sur la monnaie, est celui de la cruche de la veuve qui ne se tarit jamais.
Keynes en donnera une illustration devant la commission Macmillan en novembre 1930. La cruche de la veuve est une référence au verset 17 du premier livre des rois, composant l'Ancien Testament. Le prophète Élie, qui est assoiffé, reçoit un commandement de Dieu lui demandant de se rendre dans la ville de Sarepta pour y rencontrer une veuve censée l'aider. Arrivé sur les lieux, Élie constate que la veuve n'a qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Il lui demande néanmoins de préparer des gâteaux avec ce qu'elle a. Et comme par miracle, le pot de farine et la cruche d'huile se remplirent à nouveau. La veuve et son fils purent ainsi manger pendant 2 années entières en pleine période de famine. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dans un passage célèbre du traité sur la monnaie, Keynes écrit que les bénéfices exceptionnels, qui correspondent à la différence positive entre l'investissement et l'épargne, sont dépensés une infinité de fois et pourtant constamment régénérés, comme l'huile dans la cruche de la veuve qui jamais ne désemplit. Si les entrepreneurs ou producteurs choisissent de dépenser une partie de leurs bénéfices en biens de consommation, cela aura pour effet d'augmenter le bénéfice obtenu sur la vente de biens de consommation d'un montant exactement égal au montant des bénéfices ainsi dépensés. Autrement dit, ces bénéfices exceptionnels qui sortent de la poche des entrepreneurs finissent toujours par revenir dans leur poche. Inversement, dans le cas de pertes exceptionnelles, qui correspondent cette fois-ci à la différence négative entre l'investissement et l'épargne, si les entrepreneurs cherchent à compenser leurs pertes en augmentant leur épargne et donc en diminuant leur consommation, cela aura pour effet d'engendrer de nouvelles pertes et ainsi de suite. Au plus les entrepreneurs vont chercher à réduire leurs dépenses et donc à augmenter leur épargne, au plus ils accumuleront de pertes. Dans ce cas, la cruche de la veuve se transforme en tonneau des Danaïdes. À travers la parabole des bananes et le tonneau des Danaïdes, Keynes cherchait à mettre en garde contre l'excès d'épargne qui entraîne des conséquences négatives inattendues au niveau macroéconomique. Si, pour un individu donné, l'épargne peut être bénéfique, ce n'est pas le cas au niveau de l'économie dans son ensemble. C'est tout le paradoxe de l'épargne selon Keynes. Dans la cruche de la veuve et son inverse, le tonneau des Danaïdes, l'effet de l'épargne se limite au prix des biens. La production est considérée inchangée. Mais en voulant montrer les conséquences néfastes de l'épargne pour l'économie dans sa parabole des bananes, Keynes admet que la production et l'emploi peuvent se situer en dessous de l'équilibre de plein emploi et continuer à s'affaisser sans qu'aucune force de rappel ne les ramène à leur niveau de plein emploi. Mais c'est le seul cas dans A Treatise on Money où Keynes admet une baisse de la production et de l'emploi sans retour automatique. Peu après la sortie du livre, à la fin du mois d'octobre 1930, un groupe de jeunes économistes de Cambridge, proches de Keynes, a décidé de se réunir pour lire et discuter de son contenu. Le but du groupe était de fournir une critique constructive du livre afin d'en dépasser les éventuelles limites. Connu sous le nom du Cirque, ce groupe de jeunes économistes était au nombre de 5. Leurs réunions ont commencé dans l'appartement de Richard Kahn au King's College. Un séminaire allait aussi se tenir au Trinity College avec des invités choisis par les 5 membres. Richard Kahn était le rapporteur du groupe et rencontrait Keynes chaque semaine pour lui faire part de leurs discussions. Les membres du cirque se sont très vite concentrés sur la théorie de la cruche de la veuve et du tonneau des Danaïdes. L'hypothèse selon laquelle le désir d'épargner n'avait aucun effet sur le niveau de la production des biens de consommation, mais seulement sur leur prix, leur paraissait fallacieuse. En dehors de la parabole des bananes, Keynes supposait en effet que les niveaux de production et d'emploi étaient fixes et que l'ajustement se faisait à travers les prix uniquement. Le cirque estimait que cette hypothèse n'était pas réaliste et que, par conséquent, la cruche de la veuve et le tonneau des Danaïdes n'étaient en réalité que des sophismes. En résumé, si les entrepreneurs réagissaient aux profits anormaux en augmentant la production de biens de consommation, le niveau des prix des biens de consommation baisserait progressivement et les profits anormaux également, jusqu'à ce que les entrepreneurs ne gagnent pas plus que la rémunération normale ou qu'une limite soit atteinte comme la pleine utilisation de la capacité de production ou le plein emploi de la main-d'œuvre. Autrement dit, si l'ajustement se fait par la quantité de production plutôt que par les prix, les théories de la cruche de la veuve et du tonneau des Danaïdes ne tiennent plus.
D'autres critiques importantes du treatise sont apparues un peu plus tard sous la plume de Friedrich Hayek, Dennis Robertson, John Hobson ou encore Ralph Autry, que Keynes avait en haute estime. Keynes admettait certaines critiques, en rejetait d'autres, mais il est clair que les nombreux échanges qu'il a eus avec ses contradicteurs et avec les membres du cirque l'ont grandement aidé à faire évoluer sa pensée. Parmi tous ceux qui ont contribué à cette évolution, il convient également de citer les noms de Nicolas Kaldor et John Hicks de la London School of Economics et de Roy Harrod de l'Université d'Oxford, qui sera le premier à écrire une biographie de Keynes en 1951. La commission Macmillan s'est conclue par un rapport rédigé en grande partie par Keynes lui-même et publié le 13 juillet 1931. L'essentiel des idées et propositions défendues devant la commission Macmillan ont été reprises dans le mémorandum que Keynes a remis au comité des économistes qu'il présidait au sein de l'Economic Advisory Council. Au sein de ce comité, Keynes avait proposé une politique protectionniste et une augmentation des dépenses publiques. Lionel Robbins, qui en était membre, s'était opposé vigoureusement à ces deux propositions. Devant la menace de Robbins de rédiger un rapport minoritaire, Keynes fit marche arrière, non sans amertume. La question du protectionnisme allait néanmoins perdre de son intérêt du fait de l'abandon de l'étalon or par la Grande-Bretagne le 24 septembre 1931, ce dont se félicita publiquement Keynes. So often, in the past 10 years, I have had to prophesy evil. But now, a great weight is lifted from us, a great tension relieved. There's no danger of the exchange falling too far. There's no danger of a serious rise in the cost of living. The worst I should expect would be a return to the prices of some 2 years ago. En août 1930, alors que Keynes était occupé avec la commission Macmillan et le comité des économistes de l'Economic Advisory Council, son ancien étudiant Richard Kahn s'était penché sur le chapitre 6 du pamphlet Lloyd George peut-il le faire, qui affirmait que le programme de travaux publics prévu permettait de créer un certain nombre d'emplois. Kahn cherchait justement à en déterminer le chiffre précis. Ce travail sera approfondi par la suite et conduira à un article qu'il publiera en juin 1931 sous le titre de « La relation entre l'investissement immobilier et le chômage ». Dans son article, Kahn faisait remarquer que la théorie de Keynes n'était valable que dans le cas limite et particulier du plein emploi. Mais dans une situation de sous-emploi, comme c'était le cas pendant la Grande Dépression, la dépense publique aurait pour effet d'augmenter la production et l'emploi grâce à son effet multiplicateur sur le revenu, et cela se ferait sans hausse de prix importante. Ce n'est qu'une fois le niveau de plein emploi atteint que toute augmentation de la dépense publique conduirait alors exclusivement à une hausse des prix. Au cours du premier semestre de 1931, Keynes va être peu à peu libéré de ses obligations au sein de la commission Macmillan et de l'Economic Advisory Council. En juin, il va donner une série de 3 conférences à la fondation Harris de Chicago. Pour l'essentiel, il expliquera les causes de la crise à travers les concepts développés dans son traité sur la monnaie. Les solutions pour en sortir résidaient dans l'augmentation de l'investissement. Pour y parvenir, il fallait, disait-il, commencer par entreprendre des travaux publics et réduire les taux d'intérêt. Les critiques adressées au traité sur la monnaie et les discussions entre les membres du cirque, que lui ont rapporté Richard Kahn et Joan Robinson, vont d'abord l'amener à envisager une révision du livre. Il abandonnera finalement l'idée et annoncera dans la préface à l'édition japonaise du treatise, en date du 5 avril 1932, son intention de publier un livre court en vue d'élargir et de corriger le modèle théorique du traité. Keynes avait senti que sa parabole des bananes était une entorse sérieuse à sa théorie des cycles, car elle remettait en cause la possibilité d'un équilibre stable de plein emploi. Sa conclusion logique était qu'un excès d'épargne conduisait à un effondrement de la production et de l'emploi, et que, par conséquent, l'équilibre de plein emploi sur lequel reposait son analyse, dans A Treatise on Money, s'avérait être un équilibre instable. Il commença alors à chercher de quelle manière la situation pouvait s'équilibrer. C'est alors qu'il prit conscience que le niveau d'épargne étant une fonction croissante du revenu, la consommation marginale ou propension marginale à consommer n'était pas égale à 1, comme il le supposait implicitement. En réalité, lorsque le revenu augmente, la consommation augmente également, mais moins que proportionnellement au revenu. C'est-à-dire qu'une partie de cette augmentation de revenus est toujours épargnée. Dans le langage de sa future théorie générale,
on dira que la propension marginale à consommer est strictement comprise entre 0 et 1 et que la propension marginale à épargner est supérieure à 0. Dans la parabole des bananes, l'épargne augmente dans un premier temps et devient supérieure à l'investissement, ce qui signifie que la consommation diminue. La situation n'est donc plus équilibrée. À la baisse initiale de la consommation correspond une baisse du revenu du même montant par définition. Cette baisse du revenu va entraîner une nouvelle baisse de la consommation, qui entraîne à son tour une nouvelle baisse de revenus, qui entraîne une nouvelle baisse de la consommation, et ainsi de suite. Par conséquent, la baisse totale du revenu au bout de ce processus itératif est égale à un certain nombre de fois la baisse initiale de la consommation. Ce nombre de fois étant ce qu'on appelle le multiplicateur. À chaque itération, la baisse du revenu entraîne aussi une baisse de l'épargne, car la consommation baisse moins que proportionnellement au revenu, compte tenu de la propension marginale à consommer qui est inférieure à 1, ou, si vous préférez, de la propension marginale à épargner qui est supérieure à 0. À la fin du processus, l'épargne aura baissé d'un montant équivalent à sa hausse initiale et sera donc à nouveau égale à l'investissement. L'équilibre sera donc restauré, mais à un niveau de production et d'emploi inférieur au niveau initial, car la baisse du revenu ne s'est pas traduite par une baisse des prix, ou si peu, ceci étant considéré comme relativement rigide à court terme, c'est plutôt le niveau de production et d'emploi qui a baissé. La restauration de l'équilibre ne se fait donc pas à travers le niveau général des prix, comme dans le treatise on money, mais à travers le niveau de production et d'emploi. C'est donc la variation de la production et de l'emploi qui permet le rééquilibrage automatique entre l'offre et la demande. Quand le niveau de revenu de la production et de l'emploi est au plus bas, comme lors de la Grande Dépression, il n'y a donc pas une abondance d'épargne susceptible de faire baisser le taux d'intérêt et de relancer l'investissement, comme Keynes l'imaginait dans le traité sur la monnaie. Au contraire, le niveau d'épargne est lui aussi au plus bas. Il n'y a alors aucun mécanisme de retour automatique au plein emploi des facteurs de production. La métaphore du pendule n'est donc pas appropriée. L'économie ressemble plutôt à un ascenseur qui peut monter ou descendre et rester longtemps à un niveau inférieur à celui de plein emploi. En 1933, Keynes publie un essai sur l'autosuffisance nationale dans lequel il affirme que la dépression économique et le risque de guerre mondiale dérivaient partiellement des institutions capitalistes existantes. Il écrit « Le capitalisme décadent international mais individualiste, entre les mains duquel nous nous sommes retrouvés après la guerre, n'est pas une réussite. Il n'est pas intelligent, il n'est pas beau, il n'est pas juste, il n'est pas vertueux, et il n'apporte pas de produits. Bref, nous ne l'aimons pas et commençons à le mépriser. Mais quand nous nous demandons quoi mettre à sa place, nous sommes perplexes. » Keynes y défend une certaine forme de protectionnisme et de repli sur soi, en même temps que la planification économique et la réduction des taux d'intérêt. Dans les années 1930, la sympathie pour le communisme soviétique allait grandissante, en particulier à Cambridge. De nombreux étudiants, déçus par l'incapacité des élites du pays à résorber le chômage, se détournèrent du capitalisme pour épouser l'idéologie marxiste. Keynes était conscient de cette transformation qu'il ne blâmait pas pour autant, considérant qu'elle était le fruit d'un profond désespoir par rapport à la situation économique, plutôt que d'une franche adhésion aux idées marxistes. Certains comme Donald MacLean, Anthony Blunt et Guy Burgess constitueront un réseau d'agents doubles, appelé les 5 de Cambridge, qui transmettra des informations à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'en 1950. L'attitude de Keynes lui-même vis-à-vis du socialisme et du communisme a toujours été ambiguë, oscillant entre rejet et attirance, un entre-deux qu'il cultivera jusqu'à sa mort. La question de savoir si Keynes était plutôt libéral ou plutôt socialiste fait encore l'objet d'un débat de nos jours. En septembre de l'année 1932, Keynes avait fini d'écrire environ un tiers de son nouveau livre. Il exposa son projet dans un article intitulé « Théorie monétaire de la production », qui sera publié en 1933 à l'intérieur d'un ouvrage collectif en l'honneur de l'économiste allemand Arthur Spithoff. Dans cet article assez court, Keynes discutait de la différence entre une économie d'échange réelle et une économie monétaire. À rebours des économistes classiques, il affirmait que la monnaie n'était pas neutre, en ce sens qu'elle jouait un rôle essentiel dans la détermination du niveau agrégé de production et d'emploi. Cette non-neutralité de la monnaie impliquait que les principes et recommandations des économistes classiques
n'était pas vraiment applicable. Dans le même article, Keynes se prononçait pour la création d'un système économique plus planifié et plus protectionniste. Bien que les rapports entre Lytton Strachey et son ami Keynes s'étaient distendus depuis le mariage de ce dernier avec Lydia, il est à noter que Strachey mourut en janvier 1932 d'un cancer de l'estomac. Son décès annonça le déclin du groupe de Bloomsbury, avec la mort de plusieurs de ses membres clés dans les années 1930 jusqu'au suicide de Virginia Woolf par noyade en 1941. Le 12 juin 1933, la Conférence économique de Londres réunissait les représentants de 66 pays avec l'objectif de parvenir à un accord sur des mesures permettant de lutter contre la Grande Dépression. Cette conférence avait pour origine un appel lancé en 1931 par le président américain Herbert Hoover en faveur d'une conférence internationale qui devait discuter de la manière d'augmenter les prix et de réduire les droits de douane. À cette occasion, Keynes apporta sa contribution un peu plus tôt dans l'année à travers 4 articles qu'il rédigea pour le journal Le Times, lesquels feront l'objet d'une réédition sous le titre « Les moyens de la prospérité ». Il y défendait principalement l'augmentation des dépenses publiques en mentionnant leur effet multiplicateur sur le revenu et la production. Vers la fin de 1932, alors qu'il préparait la sortie de ses essais en biographie, Keynes travaillait à la rédaction d'un chapitre dédié à Thomas Malthus. Il avait repris en partie ses anciens écrits sur le pasteur anglican qu'il souhaitait approfondir. Il se servit des recherches effectuées par Piero Sraffa sur Ricardo et sa correspondance avec Malthus à propos de la loi des débouchés de Jean-Baptiste C. Malthus avait ébauché une théorie de la demande effective. Il soutenait que la demande globale pouvait être inférieure à l'offre globale. Ricardo, quant à lui, pensait qu'il s'agissait d'une impossibilité en vertu de la loi de C. En 1924, Keynes disait de Ricardo qu'il avait l'intelligence abstraite la plus puissante. Mais en 1932, il affirmait que ce même Ricardo avait l'esprit si fermé qu'il ne voyait même pas ce que Malthus était en train de dire. Énième revirement dans la pensée fertile de Keynes. Vers la fin de 1933, sa théorie monétaire de la production est rebaptisée théorie monétaire de l'emploi, puis théorie générale de l'emploi. Keynes ne parle plus d'économie monétaire, mais d'économie d'entrepreneur, par opposition à l'économie d'échange réel. Dans cette économie d'entrepreneur, les entreprises ajustent le niveau de production et d'emploi à la demande effective qui est fluctuante. En somme, à chaque période, c'est la demande ou la dépense globale, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, qui détermine l'offre globale, soit le niveau de production et d'emploi. Keynes identifie l'investissement comme source principale des fluctuations de la demande effective et donc de la production et de l'emploi. Après la conférence économique de Londres, l'intérêt de Keynes se porta sur le New Deal de Franklin Roosevelt. Sur une idée, semble-t-il, du juriste américain Felix Frankfurter, Keynes écrivit une lettre ouverte au président américain vers la fin de l'année 1933. Cette lettre a été transmise au président par Felix Frankfurter avant d'être publiée par plusieurs journaux dont le New York Times le 31 décembre. Keynes préconisait au président de se concentrer sur des mesures permettant d'augmenter le niveau de la demande, comme la baisse du loyer de l'argent et des travaux publics financés par emprunt. Keynes eut ensuite l'occasion de rencontrer le président américain en personne. Il a embarqué pour New York le 9 mai 1934 à l'invitation de l'université Columbia et est arrivé le 15. Au cours de son séjour sur le sol américain, il a participé à plusieurs réunions, rencontré des hauts représentants de l'administration américaine, mais aussi des économistes. Il fit une intervention au Political Economy Club devant un parterre d'économistes réputés, dont Alvin Hansen et Joseph Schumpeter. Il y exposa notamment sa théorie de la demande effective et le principe du multiplicateur. Sur sa rencontre avec Franklin Roosevelt, les comptes rendus diffèrent, certains prétendant que Keynes avait fait forte impression, d'autres qu'il s'agissait d'un échec. Keynes lui-même n'était pas satisfait de sa prestation et en attribua la raison aux mains du président, qu'il avait déconcerté, comme il le racontera plus tard. Mais au début, bien sûr, je n'ai pas regardé attentivement ces choses, car naturellement, mon attention était concentrée sur ses mains, fermes et assez fortes, mais sans intelligence ou finesse, avec des ongles courts et ronds comme ceux d'un homme d'affaires. Je ne peux pas les décrire précisément, encore que sans être distinguées, à mes yeux, elles ne sont pas d'un type courant. Tout de même, elles étaient étrangement familières. Où les avais-je déjà vues ?
J'ai passé 10 minutes à fouiller dans ma mémoire à la recherche d'un nom oublié, sachant à peine ce que je disais sur l'argent, les budgets équilibrés et les travaux publics. Enfin, cela m'est revenu. Sir Edward Grey. Un Edward Grey américanisé et plus solide. L'idée probablement vous déconcertera, mais elle contient une part significative de vérité. Beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fertile, sensible et perméable, mais quelque chose qui malgré tout correspondait à ses ongles et me renvoyait à Sir Edward Grey. Les recommandations de Keynes ont-elles influencé la politique de Roosevelt? C'est ce qu'a prétendu Walter Lippmann, mais en réalité, rien ne permet de l'affirmer. De retour des États-Unis, Keynes poursuivit l'écriture de sa désormais théorie générale de l'emploi avec l'aide de Richard Kahn. En janvier 1935, il se risqua à envoyer une épreuve à son ami Dennis Robertson afin de recueillir son avis. Malheureusement, Robertson s'est montré très critique, allant jusqu'à qualifier la structure théorique de, je cite, mumbo-jumbo, soit de charabia. Ce fut le départ d'une série d'échanges vifs et acerbes entre les deux, et leur divergence de vue durera jusqu'à la fin de leur vie. En 1934, H.G. Wells, l'auteur de L'homme invisible, de la guerre des mondes et de l'île du docteur Moreau, est parti à Moscou pour une interview de Joseph Staline. Cette interview fut publiée la même année dans le magazine The New Statesman. George Bernard Shaw, un autre grand écrivain de cette époque, critiqua Wells pour ne pas avoir été suffisamment positif vis-à-vis de Staline. Le nouveau rédacteur en chef du New Statesman, Kingsley Martin, eut l'idée de pousser un peu plus loin cet échange d'opinions. Keynes fut ainsi invité à se prononcer sur cet échange entre les deux écrivains et sur sa vision du régime de Staline. Il critiqua à la fois Wells, Shaw, Marx et Staline, ce qui déplut fortement à Shaw qui répliqua. Les deux échangèrent une vive correspondance par la suite. Keynes étria Marx que Shaw défendait vigoureusement, ne voyant rien qui tenait la route dans les idées économiques de Marx. Il conclut cet échange en informant Shaw qu'il allait bientôt sortir un livre de théorie économique qui révolutionnerait grandement la manière dont le monde considérait les problèmes économiques et que les fondations ricardiennes du marxisme voleraient en éclats. Keynes mit le point final à sa théorie générale en décembre 1935. Au cours de cette année, il a fait relire le projet à certains de ses collègues comme Dennis Robertson, mais aussi Harrod, Kahn, Robinson ou encore Autry, avec lequel il a beaucoup échangé. La théorie générale est dans une certaine mesure le fruit d'un travail collectif. La contribution personnelle de Keynes est certes essentielle, mais les très nombreux échanges qu'il a eus et entretenus avec nombre de collègues économistes entre 1930 et 1935 ont joué un rôle important, voire déterminant. La théorie générale ne serait sans doute pas le même livre sans tous ses apports. Sa construction révèle l'une des qualités majeures de Keynes, celle de toujours vouloir confronter ses idées à celles des autres, pour faire progresser sa pensée, quitte à être contredit et à devoir se dédire. C'est finalement le 4 février 1936 que le nouveau livre de Keynes apparaît dans les librairies sous le titre de Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. L'analyse de Keynes s'inscrit dans ce que les économistes appellent le court terme. Dans ce cadre, un certain nombre de facteurs économiques sont considérés comme fixes pendant la période examinée. En particulier, les prix et salaires nominaux sont relativement rigides. D'autre part, Keynes raisonne sur des valeurs agrégées ou macroéconomiques, dirait-on aujourd'hui. La théorie générale est surtout une théorie de la demande effective et du chômage involontaire. Keynes explique qu'à court terme, le déterminant principal du niveau de production et d'emploi est la demande effective, c'est-à-dire les dépenses réalisées de consommation et d'investissement. Le problème est que la demande effective fluctue souvent, et avec beaucoup d'ampleur, essentiellement à cause de l'investissement. Partant d'une situation d'équilibre, si la demande effective vient à diminuer, le revenu, la production et l'emploi diminueront également d'un facteur qui correspond au multiplicateur. Finalement, un nouveau point d'équilibre est atteint, où l'offre et la demande s'égalisent, l'investissement et l'épargne également, mais à un niveau de production et d'emploi inférieur à la situation initiale. Il s'agit donc d'un équilibre de sous-emploi, qui est inenvisageable dans le schéma de l'économie classique. Cet équilibre de sous-emploi peut durer aussi longtemps que la demande effective n'augmente pas.
Il n'y a pas de mécanisme de retour automatique au plein emploi dans le schéma keynésien. Selon Keynes, la théorie classique ne s'applique que dans le cas d'une économie non monétaire, ou bien dans le cas exceptionnel du plein emploi. Dans le système keynésien, l'épargne agit comme un frein au plein emploi. C'est le paradoxe de l'épargne. L'accroissement du revenu global n'est en effet pas entièrement consommé, mais plus le revenu global augmente, moins la part consommée est importante. On dit également que la propension marginale à consommer décroît quand le revenu augmente. Il faudrait alors que l'investissement augmente suffisamment pour compenser l'écart grandissant entre le revenu et la dépense de consommation. Mais l'augmentation de l'épargne n'implique pas une augmentation de l'investissement, car l'investissement ne résulte pas de l'épargne dans le système keynésien, mais de la comparaison entre taux d'intérêt et efficacité marginale du capital. La chaîne de causalité est inversée par rapport au classique. Le niveau relatif des taux d'intérêt détermine la quantité d'investissement qui détermine à son tour le niveau du revenu national, dont l'épargne est une fonction croissante. En outre, le taux d'intérêt n'est pas le résultat de la confrontation entre l'épargne et l'investissement, comme chez les classiques, mais celui de la confrontation entre l'offre et la demande de monnaie, que Keynes appelle la préférence pour la liquidité. Keynes recommande alors de stimuler la demande effective par des politiques monétaires et budgétaires actives. Sur le plan monétaire, les autorités doivent baisser suffisamment le taux d'intérêt pour relancer l'investissement. Mais cette politique a une limite, qu'on appelle la trappe à liquidité. En augmentant l'offre de monnaie, les autorités ont le pouvoir de faire baisser les taux d'intérêt jusqu'à un certain seuil. À ce niveau, toute la monnaie supplémentaire émise est thésaurisée et les taux d'intérêt ne baissent plus. Lorsque l'efficacité marginale du capital devient inférieure à ce niveau de taux d'intérêt, il n'y a alors plus d'investissement supplémentaire. Mais l'État peut aussi prendre le relais de l'investissement privé en se lançant dans une politique d'investissement public financée par emprunt, c'est-à-dire en créant un déficit budgétaire. Si le recours à l'emprunt pousse les taux d'intérêt à la hausse, cet effet pourra être compensé par une politique monétaire expansionniste. Enfin, l'État doit aussi mener une politique visant à stimuler la consommation. En transférant des revenus des classes les plus riches vers les classes les plus pauvres, il peut améliorer la propension à consommer. Keynes compte aussi sur la pédagogie pour décourager l'épargne. Il faut faire prendre conscience à la population que l'épargne, bien que bénéfique à titre individuel, est mauvaise pour l'économie tout entière, et d'appeler à l'euthanasie du rentier. On ne compte pas les nombreuses sorties de Keynes contre l'épargne et les épargnants. Pour Keynes, peu importe comment on dépense, l'important est de dépenser. Et de ce point de vue, l'État a un rôle clé à jouer selon lui. L'État ne doit pas être un simple régulateur chargé d'atténuer les booms et les crises. Il doit maintenir l'économie dans une situation de boom permanent. Pour autant, Keynes ne prônait pas l'avènement d'un État socialiste, où la propriété privée des moyens de production serait abolie. Mais Keynes était partisan d'un contrôle et d'une planification centralisée, inspirée de celle des bolcheviks ou du New Deal de Roosevelt. La théorie de la demande effective est certainement l'innovation majeure de Keynes, mais il n'était pas le seul à l'avoir formulée. Entre 1933 et 1935, l'économiste polonais Michał Kalecki avait publié 3 articles qui anticipaient une partie des idées essentielles de la théorie générale, au point que beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il était keynésien avant Keynes. Malheureusement pour lui, ces idées n'ont pas percé immédiatement. Cela tient sans doute au fait qu'il écrivait en polonais et qu'il ne bénéficiait pas d'une diffusion aussi large que celle des anglo-saxons. L'économiste suédois Gunnar Myrdal, prix Nobel en 1974, a été lui aussi un précurseur. Avec son ouvrage Monetary Equilibrium, écrit en suédois en 1931 et réédité en 1939 en langue anglaise, il anticipait lui aussi sur les idées de la théorie générale, mais de manière moins provocante et moins flamboyante. Il ne jouissait pas non plus de la même notoriété publique que Keynes. La théorie générale est une théorie ad hoc. Elle est arrivée à point nommé. Elle semblait en effet coller et répondre de façon réaliste au problème du chômage de masse qui préoccupait le monde entier dans les années 1930. Schumpeter reprochera d'ailleurs à Keynes d'avoir commis le péché ricardien. La seule chose de faux dans la théorie générale, disait-il, c'était son titre. Cette théorie n'est pas générale, mais spécifique. Elle reposait sur des hypothèses valables dans la situation particulière et temporaire des années 1930. Des hypothèses qui en d'autres temps, d'autres lieux, d'autres circonstances pouvaient être tout à fait différentes.
Pendant l'écriture de son magnus opus, Keynes avait pu consacrer du temps à sa passion pour les arts et le théâtre en particulier. Le Cambridge Arts Theatre a ouvert le 3 février 1936, un jour avant la publication de la théorie générale. Le fondateur n'était autre que Keynes. Le projet de construction avait démarré en 1933 et Keynes en avait supervisé toutes les étapes. Le théâtre avait commencé par une soirée de gala donnée par le Vic Wells Ballet. L'objet du théâtre, avait déclaré Keynes, était de distraire l'université et la ville. Lydia jouera dans l'une des pièces qui sera présentée lors de la première saison. Au printemps, Keynes donna une émission de radio pour la BBC qui traitait du rapport entre les arts et l'État. Fidèle à lui-même, Keynes exhortait l'État à intervenir là encore pour soutenir les arts par tous les moyens possibles. Après la sortie de la théorie générale, Keynes s'est trouvé aux prises avec quelques contradicteurs d'importance tels que son vieil ami Autry. L'accueil du livre avait été plutôt favorable en dehors de quelques-uns qui lui trouvaient peu de qualité. Alvin Hansen, qui deviendra assez vite l'un des plus fervents keynésiens, était lui aussi réservé au début. William Beveridge a également critiqué l'ouvrage. John Hicks écrira 2 articles retentissants faisant la synthèse entre Keynes et les classiques. Keynes réalisa assez vite que les économistes se partageaient en 2 groupes. Les plus jeunes étaient enthousiastes à la lecture du livre, quant aux plus vieux, ils étaient soit réservés, soit très critiques. La conversion générale au keynésianisme s'est néanmoins faite assez vite. En décembre 1936, Alvin Hansen déclarait que les États-Unis souffraient sans doute d'une stagnation séculaire qui nécessitait un déficit budgétaire permanent. Les milieux d'affaires, en revanche, étaient globalement très anti-keynésiens. Durant l'été 1936, Keynes donna une conférence à Stockholm sur sa théorie de la préférence pour la liquidité. Au début de l'automne, il prit quelques jours de repos avec Lydia pour sillonner en train la Suède et la Russie. En cette fin d'année 1936, 4 articles écrits par les économistes Vassili Leontiev, Dennis Robertson, Frank Taussig et Jacob Wiener comportaient des critiques importantes à la théorie générale. En guise de réponse, Keynes publia un article en février 1937 dans lequel il accepta bien volontiers certaines critiques tout en précisant certains concepts clés de la théorie générale. En ce début de 1937, Keynes fit paraître une série de 3 articles sous le titre de « Comment éviter une crise », considérant que l'économie britannique était dans une phase où il fallait se préoccuper d'éviter la prochaine crise car la demande globale était déjà à un niveau élevé. Ce qui est apparu curieux à certains car le taux de chômage britannique flirtait encore avec les 12% à cette époque. Le 16 février 1937, Keynes prononça un discours sur les conséquences économiques d'un déclin de la population devant l'Eugenics Society. Si la population devait décliner, cela entraînerait des conséquences négatives sur le niveau d'investissement. Il préconisait comme remède une distribution des revenus plus égale pour augmenter la consommation et la baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'investissement. Au printemps de 1937, Keynes donna un cours sur le nouveau livre de Harrod, The Trade Cycle, et correspondit longuement avec Bertil Ohlin au sujet de la théorie de Stockholm sur l'épargne et l'investissement. À partir de 1937, la vie frénétique de Keynes allait devoir ralentir. En cause, des problèmes de santé. Vers la fin de l'été 1936, il avait commencé à se plaindre d'essoufflement et de douleurs à la poitrine. En décembre, la douleur s'était accentuée. Avec le repos, son état s'était un peu amélioré, mais au début du mois de janvier 1937, il attrapa la grippe. Après s'en être remis, ses douleurs à la poitrine, doublées d'une insuffisance respiratoire, l'avaient repris en pire. En février, il attrapa de nouveau la grippe. Il décida alors d'aller se reposer à Cannes, avec Lydia, pensant que l'air de la Côte d'Azur lui ferait le plus grand bien. Malheureusement, après 8 jours, son état ne s'était pas amélioré et il décida à son retour de consulter son oncle, Sir Walter Langdon Brown, qui était médecin spécialiste des voies respiratoires. Après plusieurs examens, son oncle lui a conseillé de ralentir son train de vie. Keynes fut par la suite pris en charge par un éminent spécialiste du cœur, le docteur János Plech, dont il deviendra très proche,
et qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Lydia le surnommait l'ogre, et Keynes disait de lui qu'il était quelque part entre le génie et le charlatan. Plech était aussi l'ami d'Albert Einstein. Pendant sa convalescence à Riving Castle, au pays de Galles, Keynes en profita pour terminer la production de la pièce On the Frontier, dans laquelle Lydia tiendrait un rôle. À partir de cette époque, la vie de Lydia allait aussi changer du tout au tout. Elle allait désormais devoir s'occuper de son mari au quotidien, afin de lui éviter toute surcharge, pouvant entraîner une énième crise cardiaque qui pouvait être la dernière. En juin 1937, Keynes publia un article sur les théories alternatives de l'intérêt. Robertson et Pigou avaient écrit chacun un article critiquant la théorie générale, et une nouvelle controverse s'ensuivit. Vers la fin de l'année, Keynes a été invité à faire la critique d'un article et d'un ouvrage de Jan Tinbergen, l'un des pères fondateurs de l'économétrie. Tinbergen sera le premier prix Nobel d'économie en 1969 avec Ragnar Frisch. Keynes n'était pas à l'aise avec cette approche de l'économie qu'il réfutait, mais certains, comme Paul Samuelson, ont prétendu plus tard que Keynes n'avait pas réellement le bagage technique pour comprendre ce qu'il critiquait. Ironie de l'histoire, Keynes sera nommé président de la Société d'économétrie 2 années de suite en 1944 et 1945. En août 1937, l'économie américaine était en forte récession. Le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, avait rééquilibré le budget jusqu'alors en déficit. Le 1er février 1938, Keynes adressa une lettre au président Roosevelt qui insistait sur le fait que pour relancer l'économie, il fallait dépenser. Bien que nécessaire, la baisse des taux d'intérêt pourrait ne pas suffire. Et de prôner un vaste programme de travaux publics en même temps que des nationalisations, si besoin, dans la pure tradition keynésienne. Keynes, pour qui la dimension psychologique était importante, accusait le président d'avoir eu une attitude vis-à-vis des milieux d'affaires ayant entraîné une baisse de morale et de confiance, en partie responsable de la récession. Il soulignait que dans les conditions économiques actuelles, les hommes d'affaires étaient hésitants à investir en raison de l'incertitude économique et de la faible demande. Il était donc impératif pour le gouvernement de créer un environnement économique favorable à l'investissement privé en adoptant des politiques qui encouragent la confiance des investisseurs. À cette époque, Keynes n'avait pas que des préoccupations d'ordre économique. Il s'inquiétait également de la montée des dictatures en Allemagne, au Japon et en Italie, comme tant d'autres. Dès 1936, il s'était prononcé pour le réarmement de son pays dans une lettre adressée au journal The New Statesman. Keynes croyait que le réarmement était nécessaire pour la défense de la Grande-Bretagne, mais il était profondément préoccupé par ses conséquences économiques potentielles. Il a fait valoir que le réarmement nécessiterait une augmentation significative des dépenses publiques, ce qui pourrait entraîner une inflation, des déficits budgétaires et, en fin de compte, une instabilité économique. Il croyait que la clé d'un réarmement réussi était une planification et une coordination minutieuse. Il a fait valoir que le gouvernement devrait accorder la priorité aux dépenses en équipement et en infrastructures militaires essentielles plutôt qu'en projets plus périphériques. Il a également estimé que le gouvernement devrait éviter d'évincer l'investissement privé en maintenant un équilibre sain entre les dépenses des secteurs publics et privés. Dans le même temps, Keynes était sceptique quant à l'idée que le réarmement pourrait stimuler la croissance économique. Il pensait que tout avantage économique à court terme d'une augmentation des dépenses militaires serait compensé par les coûts à long terme de la hausse des impôts, de l'inflation et de l'instabilité économique. Il a également averti que des dépenses militaires excessives pourraient entraîner des déséquilibres commerciaux et une dévaluation de la livre, ce qui nuirait davantage à l'économie. Tout le monde ne partageait pas le point de vue de Keynes. Bertrand Russell était resté pacifiste et s'opposait à lui. Kingsley Martin était contre toute politique d'apaisement avec l'Allemagne. L'Américain Walter Lippmann regrettait d'avoir été du côté de ceux qui, comme Keynes, avaient recherché une politique clémente vis-à-vis de l'Allemagne à la sortie de la Grande Guerre. Au lendemain des élections de 1936 en Allemagne, une historienne de Cambridge, Elizabeth Wiskman, a interrogé Keynes sur son livre « Les conséquences économiques de la paix » de 1919. Selon les comptes rendus de leur conversation,
Keynes aurait exprimé des regrets de ne pas avoir anticipé la montée d'Adolf Hitler et du parti nazi et aurait reconnu que les conditions économiques et politiques imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale avaient contribué à l'instabilité et à la vulnérabilité du pays aux mouvements extrémistes. En février 1938, Keynes participa à la réunion annuelle de la National Mutual Insurance Society, où il fit un discours polémique, repris par la suite dans les journaux. Il déclara notamment à cette occasion « Les marchés sont gouvernés par le doute plutôt que par la conviction, par la peur plus que par les prévisions, par les souvenirs de la dernière fois et non par la prescience de la prochaine fois. Le niveau des prix des actions ne signifie pas que les investisseurs savent. Cela signifie qu'ils ne savent pas. Face aux perplexités et aux incertitudes du monde moderne, les valeurs marchandes fluctueront plus largement qu'il ne paraîtra raisonnable à la lumière des aléas. » Keynes démissionnera de son poste en octobre, las du milieu des affaires. Il conservera néanmoins celui de la présidence de la Provincial Insurance Company. En août 1938, Roy Harrod avait soumis à Keynes un projet d'article dans lequel il examinait les conditions nécessaires pour une croissance économique stable à long terme. Harrod soutenait que la croissance économique était susceptible d'être instable en raison de fluctuations de la demande et d'incertitudes dans les investissements, ce qui pouvait entraîner des récessions et des chocs économiques. Il a proposé un modèle de croissance économique mettant l'accent sur l'investissement, la demande effective et le rôle des politiques économiques pour atteindre une croissance économique stable et durable. Il s'agissait d'une prolongation de la théorie générale sur une échelle de temps plus longue. Bien que l'ayant encouragé sur cette voie, Keynes était néanmoins sceptique avec cette approche mécaniste, lui préférant une approche plus psychologique et historique de l'économie. L'article paraîtra en 1939 sous le titre Essay in Dynamic Theory. Keynes était un collectionneur passionné de livres. Il s'intéressait à un large éventail de sujets. L'économie bien sûr, mais aussi la philosophie, la politique et la littérature. Et il a rassemblé une collection de plus de 30 000 livres au cours de sa vie. Il était également connu pour être un collectionneur généreux, prêtant souvent ses livres à des universitaires et à des amis. Il était particulièrement intéressé par l'acquisition des premières éditions et sa collection comprenait de nombreux livres rares et précieux. À l'occasion d'une vente aux enchères les 13 et 14 juillet 1936, Keynes a pu acquérir de très nombreux papiers privés d'Isaac Newton appartenant au vicomte Leamington. Il y avait deux sujets principaux abordés par les papiers privés de Newton, l'alchimie et la théologie. Keynes s'intéressait principalement aux articles alchimiques, tandis qu'un érudit et collectionneur juif, Abraham Yahuda, a acheté la plupart des articles théologiques. Keynes était fasciné par l'intérêt de Newton pour l'alchimie, et après avoir parcouru de nombreux manuscrits, il rejoignit la toute nouvelle Society for the History of Alchemy and Early Chemistry. Keynes a écrit une biographie d'Isaac Newton en 1942, intitulée « Newton, l'homme ». Le livre est une exploration complète de la vie, du travail et des réalisations de Newton, s'appuyant sur des sources primaires et des recherches approfondies. Pour Keynes, Newton était principalement le magicien. Il dépeint un Newton complexe, avec un esprit brillant, mais aussi de nombreuses luttes personnelles et émotionnelles. Keynes s'est penché sur l'enfance, l'éducation et le début de carrière de Newton, ainsi que sur ses découvertes scientifiques révolutionnaires en physique et en mathématiques. L'un des thèmes centraux de sa biographie est la tension entre l'esprit rationnel et scientifique de Newton et ses intérêts mystiques et ésotériques. Keynes soutient que Newton a été profondément influencé par l'alchimie, la théologie et la prophétie biblique, et que ses intérêts ont façonné son travail scientifique de manière significative. La période qui a mené aux accords de Munich en septembre 1938 était caractérisée par une tension croissante en Europe. Les puissances européennes étaient encore sous le choc de la Première Guerre mondiale et cherchaient à éviter un autre conflit à grande échelle. L'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, cherchait à étendre son territoire et sa puissance en Europe, notamment en annexant l'Autriche en mars 1938. En réponse à ces mouvements agressifs, la France et la Grande-Bretagne ont entamé des pourparlers avec Hitler en septembre 1938 à Munich, afin de trouver une solution pacifique à la crise tchécoslovaque. Les accords de Munich ont permis à l'Allemagne d'annexer les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie, en échange de la promesse d'Hitler de ne pas agir davantage en Europe.
Les Sudètes étaient peuplés d'une importante minorité germanophone, justifiant ainsi l'intervention nazie. Cependant, les promesses de paix et de coopération n'ont pas duré longtemps. En mars 1939, Hitler a violé les accords de Munich en annexant le reste de la Tchécoslovaquie, suscitant une réaction internationale de condamnation. Cette agression a poussé la Grande-Bretagne et la France à garantir la sécurité de la Pologne, ce qui a finalement conduit à la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France contre l'Allemagne en septembre 1939, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Keynes a déclaré que ces accords de Munich avaient été la plus grande supercherie de l'histoire. À l'approche d'une guerre qui paraissait inévitable, il allait se préoccuper désormais de son financement. Dès le début du conflit, Keynes était soucieux d'éviter l'inflation, tout en mobilisant des fonds pour financer la guerre. Il a imaginé un plan d'épargne obligatoire, connu sous le nom de salaire différé. Le but était de réduire la consommation et d'encourager l'épargne des travailleurs britanniques. Plus précisément, Keynes a proposé que les travailleurs versent une partie de leur salaire à un fonds d'épargne, plutôt que de le dépenser immédiatement. Ce fonds d'épargne serait investi dans des obligations du gouvernement britannique et générerait des intérêts. Le gouvernement utiliserait ensuite les sommes récoltées pour financer les dépenses de guerre et éviter ainsi d'augmenter la masse monétaire en circulation, qui aurait pu conduire à une inflation galopante. À la fin de la guerre, les travailleurs pourraient récupérer leur épargne, capital et intérêts compris, pour acheter des biens de consommation ou pour financer des investissements. Le plan d'épargne obligatoire de Keynes n'a finalement pas été mis en place en tant que tel. Cependant, des mesures similaires ont été adoptées pendant la guerre pour encourager l'épargne et réduire la consommation, notamment par la mise en place de contrôles des prix et des restrictions sur les importations de biens non essentiels. Dans son livre intitulé « How to Pay for the War », publié en 1940, John Maynard Keynes a formulé plusieurs recommandations pour financer la guerre. Il a soutenu que le gouvernement devait mobiliser toutes les ressources nécessaires pour gagner la guerre, y compris en dépensant de l'argent et en empruntant auprès des citoyens et des institutions financières. En contrepartie, le gouvernement devait réduire ses dépenses dans les domaines non essentiels, tels que la construction de nouveaux bâtiments gouvernementaux ou de nouveaux projets d'infrastructure. L'augmentation des impôts, l'épargne forcée et le contrôle des prix étaient aussi au programme. Sur le plan international, il recommandait un contrôle strict des mouvements de capitaux et des transactions en devises étrangères pour éviter la fuite des capitaux et la dévaluation de la livre sterling. Enfin, pour Keynes, le gouvernement devait adopter une planification économique centralisée pour gérer l'effort de guerre et réduire les risques de pénurie. En mai 1940, Winston Churchill a remplacé Chamberlain au poste de Premier ministre. Dans la foulée, Kingsley Wood a été nommé chancelier de l'Échiquier. Wood créera un conseil consultatif en juin pour l'aider à prendre des décisions économiques importantes. Keynes avait été désigné pour faire partie du conseil en tant qu'économiste. Le but de cet organe était de conseiller le chancelier de l'Échiquier sur les politiques économiques à adopter pour soutenir l'effort de guerre et aider à la reconstruction une fois le conflit terminé. Keynes s'est occupé en premier lieu de la question des compensations des dommages de guerre. Les destructions à Londres augmentaient considérablement avec le Blitz. À cette époque, les Keynes étaient souvent contraints de se réfugier dans leur cave de Piccadilly pour se protéger des bombardements. Keynes exerçait une grande influence sur le conseil consultatif et a joué un rôle important dans la formulation des politiques économiques du gouvernement britannique pendant la guerre. Pour la première fois, une comptabilité nationale est établie pour l'évaluation et le suivi du revenu national et de ses composantes dans le but de servir d'aide à la décision en matière de planification économique. Keynes aura l'occasion de se rendre plusieurs fois aux États-Unis. La première fois, c'était pour régler les conditions du pré-bail américain. Après avoir été réélu en novembre 1940, le président Roosevelt avait fait voter une loi l'autorisant à vendre, transférer, échanger, émettre un bail, prêter ou disposer autrement de tout objet de défense envers un pays allié. La Grande-Bretagne avait déjà beaucoup dépensé, au point que sa solvabilité financière était en péril. Le pré-bail américain arrivait à point nommé. La loi pré-bail est entrée en vigueur le 11 mars 1941. Le 16 avril 1941, juste avant que Keynes n'arrivât à Washington, Lord Stamp a été tué par une bombe allemande. Son siège de directeur à la Banque d'Angleterre était désormais libre.
Le 5 septembre, le gouverneur de la banque, Montagu Norman, proposa le poste à Keynes, qu'il accepta. Comme nous l'avons dit, la loi pré-bail est entrée en vigueur le 11 mars 1941. Elle devait soulager les finances britanniques qui avaient été jusqu'alors fort sollicitées. Au début de la guerre, la législation américaine, à travers le Neutrality Act et le Johnson Act, interdisait tout prêt aux belligérants et en particulier à ceux qui avaient encore une dette de guerre vis-à-vis des États-Unis, ce qui était le cas de la Grande-Bretagne. En novembre 1940, il y eut un amendement à la loi Johnson qui rendait possible par les Britanniques l'achat de fournitures et matériel américains à condition de payer comptant, ce que fit la Grande-Bretagne. Mais les réserves en or et en dollars avaient très vite fondu, compte tenu du volume des achats réalisés pour soutenir l'effort de guerre, et la Grande-Bretagne allait bientôt se retrouver dépourvue. Face à ce constat, le président américain avait eu l'idée d'un pré-bail qui permettrait au gouvernement américain d'acheter des fournitures et de les donner à bail aux Britanniques. Il y avait cependant plusieurs points de discorde entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'un des différends portait sur l'article 7 de l'accord financier proposé. Cet article concernait la question de la discrimination dans le commerce international, et il est devenu un point de friction majeur entre les négociateurs américains et britanniques. Le Royaume-Uni s'est opposé à l'inclusion du mot discrimination dans l'accord proposé, car il pensait que les États-Unis l'utilisaient comme un moyen de faire pression sur eux pour qu'ils abandonnent leur tarif préférentiel impérial et le contrôle d'échange. Ces politiques avaient permis au Royaume-Uni d'accorder un traitement préférentiel aux marchandises de ses colonies et de protéger son économie en temps de guerre. Les États-Unis, d'autre part, ont fait valoir que l'inclusion du mot discrimination était nécessaire pour garantir que l'aide fournie en vertu de la loi sur le pré-bail était utilisée pour soutenir l'effort de guerre et non pour subventionner les politiques commerciales impériales du Royaume-Uni. Les négociations sur l'article 7 ont été longues et difficiles, les deux parties refusant de reculer. Keynes avait été désigné pour mener les négociations côté britannique. Finalement, un compromis a été atteint qui a permis au Royaume-Uni de maintenir sa politique commerciale impériale, mais les a obligés à consulter les États-Unis avant de prendre des mesures qui affecteraient les intérêts américains. Malgré ce compromis, le problème de l'article 7 est resté une question controversée tout au long de la guerre, les deux parties continuant de s'accuser mutuellement de pratiques commerciales déloyales. Néanmoins, la loi sur le pré-bail a joué un rôle crucial en aidant les Alliés à gagner la guerre, fournissant des milliards de dollars d'équipements et de fournitures militaires au Royaume-Uni et à d'autres pays alliés. Une fois l'accord de pré-bail mis en place et après avoir réglé les points de controverse, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont penchés sur la question de la reconstruction après-guerre, alors que la guerre battait encore son plein. Côté britannique, c'est Keynes qui fut chargé de s'occuper de cette question. Keynes avait à l'esprit une union monétaire basée sur une monnaie internationale, qu'il appellera par la suite le Bancor, et qui serait gérée par une banque de compensation internationale, agissant comme une banque centrale pour les banques centrales des pays membres. Il exprima cette idée pour la première fois dans un rapport transmis au Trésor britannique en septembre 1941. Pour concevoir son projet d'union monétaire internationale, Keynes s'était inspiré du programme d'échange de Hjalmar Schacht. Schacht avait été président de la Banque centrale allemande et ministre de l'économie du Troisième Reich entre 1934 et 1937. Il avait été l'artisan du redressement spectaculaire de l'économie allemande dans les années 1930. Keynes avait été impressionné par le programme d'échange que Schacht avait mis en place avec certains pays tiers. Le programme d'échange du Dr Schacht était particulièrement axé sur les pays d'Europe du Sud-Est et les pays d'Amérique latine. L'objectif était de trouver des partenaires commerciaux qui pourraient fournir à l'Allemagne des matières premières nécessaires telles que le pétrole, le caoutchouc et le cuivre en échange de produits manufacturés allemands. Les Allemands se faisaient payer principalement en devises étrangères et cherchaient à payer eux-mêmes dans leur propre monnaie, en plus d'avoir instauré un contrôle d'échange, ce qui leur permettait d'assurer une certaine stabilité monétaire en évitant d'avoir à dévaluer le Reichsmark, la monnaie allemande de l'époque. L'Allemagne limitait ainsi sa dépendance aux devises étrangères
et renforcer sa position économique dans le monde. Keynes avait été impressionné par la réussite de l'Allemagne en la matière. Il était également en phase avec les idées de Walter Funk, économiste allemand et haut responsable nazi, qui avait proposé un nouvel ordre monétaire international pendant la guerre. Sa proposition était basée sur la création d'une monnaie internationale unique, appelée Unitas, qui aurait été utilisée dans tous les pays du monde. Selon Funk, l'Unitas aurait été une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle aurait été basée sur la confiance plutôt que sur une garantie physique telle que l'or. Il a également proposé la création d'une banque centrale mondiale pour réguler la monnaie et pour émettre des prêts internationaux. Funk croyait que son système monétaire international aiderait à éviter les guerres et à favoriser la stabilité économique mondiale en éliminant les déséquilibres monétaires entre les pays. Cependant, son plan n'a jamais été mis en œuvre, car l'Allemagne a perdu la guerre et Funk a été jugé et condamné pour crimes de guerre lors du procès de Nuremberg. De leur côté, les Américains préparaient également un plan d'après-guerre visant à stabiliser l'échange et à développer le commerce international. C'est Harry Dexter White, un économiste et haut fonctionnaire du département du Trésor pendant la Seconde Guerre mondiale, qui en était l'artisan principal. Le plan White visait à simplifier et à moderniser le système monétaire international en éliminant les obstacles aux échanges commerciaux tels que les taux monétaires multiples et les arrangements bilatéraux de compensation. Il y eut plusieurs versions des plans Keynes et White avant de parvenir à un compromis qui ferait finalement la part belle au plan White. Le plan retenu donnera lieu à la mise en place du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ainsi qu'à la création du système de Bretton Woods, qui sera utilisé pour superviser les échanges commerciaux internationaux jusqu'au début des années 1970. Mais en 1942, alors qu'il venait de rédiger la 5e version de son plan, Keynes écrivait à sa mère : « Le texte final de mon chef-d'œuvre sur le futur système monétaire mondial vient juste d'être imprimé, et il est prêt à être adressé pour communication aux Américains. » Le 14 janvier 1942, John Maynard Keynes a été nommé premier baron de Tilton. Pour les gens du coin et ses amis, il était le sire de Tilton. Ce surnom était en quelque sorte un hommage à la position de Keynes en tant que propriétaire foncier important dans la région, ainsi qu'à sa réputation de bienfaiteur et de philanthrope. Il était connu pour être un propriétaire terrien généreux et bienveillant, qui cherchait à améliorer la vie des habitants locaux en investissant dans des projets locaux et en finançant les travaux publics. En plus de posséder Tilton House, Keynes avait également acquis d'autres propriétés dans les environs, y compris des terres agricoles et des bois. En apprenant qu'il avait été fait baron, sa mère s'est exclamée : « Tu as posé une couronne sur la prospérité de la famille. » Avec ce titre de baron, Keynes a pu siéger à la Chambre des Lords peu après. Cependant, sa santé était en déclin. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des années suivantes et n'a finalement pas eu l'occasion de jouer un rôle important au sein du Parlement. Pour son 60e anniversaire, Keynes fut nommé grand économe de Cambridge, un titre honorifique, sans charge réelle, mais qui était pour lui source d'une grande satisfaction. En septembre 1943, Keynes retourna aux États-Unis pour discuter avec les Américains du futur système monétaire international. Il dirigeait la délégation britannique qui devait affronter la délégation américaine menée par Harry White. Après plusieurs réunions, des divergences subsistaient sur plusieurs points qui seraient finalement résolus pour parvenir à un compromis rendu public en avril 1944. Keynes eut à défendre ce compromis devant la Chambre des Lords. Le futur Fonds monétaire international faisait redouter à certains Britanniques de devoir abandonner leur souveraineté en matière de politique économique interne et externe. Keynes essaya de convaincre les sceptiques que ce ne serait pas le cas, mais le projet de compromis comportait des ambiguïtés et pouvait donner lieu à des différences d'interprétation. Le rapport définitif ayant été établi, le secrétaire américain Henry Morgenthau avait invité 44 pays à participer à une conférence monétaire et financière qui devait se tenir le 1er juillet suivant à Bretton Woods dans le New Hampshire. L'objectif de cette conférence était de mettre en place le futur système monétaire international. Le document qui a servi de base au débat lors de la conférence de Bretton Woods était le projet de l'accord international sur les paiements et la reconstruction proposé par les États-Unis. Ce projet a été négocié tout au long de la conférence et a finalement été accepté par les pays participants. Il est souvent appelé le plan White, car Harry Dexter White avait joué un rôle clé dans sa rédaction et avait influencé les débats lors de la conférence. Mais lors de la conférence, la vedette, c'était Keynes. Les deux hommes se sont revus à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944.
Les journées de la conférence étaient organisées autour de réunions formelles et informelles, de tables rondes et de négociations bilatérales. Les discussions portaient sur des sujets tels que la régulation des taux de change, la stabilité des devises, les politiques monétaires, la libre circulation des capitaux et les arrangements commerciaux internationaux. Le 19 juillet, alors que les négociations étaient en cours, Keynes a été victime d'une énième crise cardiaque et a été emmené à l'hôpital. Il a pu revenir peu de temps après et a continué à jouer un rôle important dans les négociations. Son discours de clôture a été fort apprécié par son ton optimiste. Keynes a bel et bien été la star de Bretton Woods, même si, au final, c'est le plan de son rival, Harry Dexter White, qui a été largement adopté. En automne 1944, après la fin de la conférence de Bretton Woods, John Maynard Keynes est retourné aux États-Unis pour négocier la phase 2 du programme de prêt-bail. Cette phase consistait en un nouvel accord de prêt-bail entre les États-Unis et leurs alliés, qui devait fournir une aide économique et militaire supplémentaire pour soutenir l'effort de guerre. Les négociations ont eu lieu à Québec, au Canada, où Keynes a représenté le gouvernement britannique. Elles ont été difficiles car les États-Unis souhaitaient obtenir des garanties que leur aide économique serait utilisée de manière efficace et qu'elle ne serait pas détournée à des fins inappropriées. Finalement, un accord a été conclu qui a fourni une aide économique supplémentaire à la Grande-Bretagne ainsi qu'à d'autres pays alliés. Cet accord a également élargi les dispositions de prêt-bail pour permettre l'achat de biens de consommation et de biens durables, tels que des machines-outils et des matières premières. Mais en 1945, plusieurs événements défavorables vont contraindre les Britanniques à négocier de nouveaux accords avec les Américains. Il y eut en premier lieu la mort du président Roosevelt le 12 avril 1945 et la désignation d'un nouveau président, Harry Truman, et d'une nouvelle administration. Avec la défaite de l'Allemagne en mai, le prêt-bail a continué à fonctionner, mais il a été progressivement réduit pour être finalement suspendu par les Américains en août 1945, après la capitulation du Japon. Les Britanniques espéraient un arrêt progressif, en douceur, pas un arrêt brutal sans négociation préalable. Pendant l'été, Keynes avait préparé un mémorandum sur le financement des importations dans lequel il évoquait 3 options possibles pour la Grande-Bretagne. La première des 3, qu'il appelait « l'angle de la famine », consistait à rejeter tout accord de prêt, ce qui impliquerait de restreindre les importations et d'accepter une situation de pénurie conduisant à une détérioration de la qualité de vie et à une augmentation de prix pour les biens de première nécessité. La deuxième option était celle de la tentation. Elle consistait à accepter un accord de prêt aux conditions américaines, ce qui entraînerait également un rationnement et des difficultés économiques, ainsi que la perte de la souveraineté nationale sur le taux de change et les politiques commerciales. Enfin, la troisième option, la meilleure, était celle de la justice. Elle reposait sur des prêts américains à des conditions très favorables. C'est l'option que Keynes allait tenter de faire accepter à la partie américaine. Les négociations ont commencé en décembre 1945, lorsque le Premier ministre britannique, Clement Attlee, a rencontré le président américain Harry Truman pour discuter des termes du prêt. Les deux dirigeants se sont finalement mis d'accord sur un prêt de 3,75 milliards de dollars au taux de 2%, remboursable sur 50 ans. Cependant, l'obtention du prêt a été soumise à des conditions strictes. La livre sterling devait être convertible en dollars à un taux de change fixe. Pour tenir cet engagement, le gouvernement britannique devait mettre en œuvre des politiques visant à contrôler l'inflation, réduire les dépenses publiques et augmenter les exportations, tout en renonçant au contrôle des changes et aux politiques protectionnistes et préférentielles. Le Canada a également offert un prêt de 1,19 milliard de dollars aux mêmes conditions. Cet accord a été critiqué à la Chambre des Lords, mais la Grande-Bretagne n'a eu d'autre choix que de l'accepter. L'idée de ce prêt n'a pas non plus fait l'unanimité côté américain, mais la perspective d'une guerre froide avec l'Union soviétique et la nécessité d'avoir des alliés de poids en Europe aura fini de convaincre les plus sceptiques. L'accord de prêt a été signé par toutes les parties le 6 décembre 1945 et la loi de ratification fut signée par le président américain le 15 juillet 1946. Les soldes internationaux en livres sterling sont devenus convertibles 1 an après la ratification de l'accord de prêt, le 15 juillet 1947. En l'espace d'un mois, les nations ayant des soldes en livres sterling ont prélevé près d'1 milliard de dollars sur les réserves en dollars britanniques, obligeant le gouvernement britannique à suspendre la convertibilité et à réaliser immédiatement des coupes drastiques dans les dépenses. Les Britanniques finiront de rembourser ces prêts en 2006 et remercieront officiellement les États-Unis pour leur soutien en temps de guerre.
En 1945 et au début de 1946, Keynes recevra le titre de docteur honoris causa de plusieurs universités européennes, dont celle de la Sorbonne et de Cambridge. Avec le vote parlementaire en faveur du prêt américain en décembre 1945, la Grande-Bretagne avait de facto adhéré aux institutions de Bretton Woods. 30 pays en avaient fait de même, et 35 autres avaient accompli les premières étapes vers l'adhésion. Le quota prévu par Bretton Woods ayant été atteint, il convenait désormais de rendre opérationnelles ces institutions. Le 28 janvier 1946, les Américains lancèrent des invitations pour une conférence prévue en mars à Savannah dans l'État de Géorgie. Du point de vue britannique, il restait 2 points essentiels qui n'avaient pas été traités lors de la conférence de Bretton Woods. Il s'agissait de la domiciliation du FMI et de la BIRD et de leur organisation managériale, en particulier du rôle que devait jouer leur directeur exécutif. Keynes a été nommé gouverneur dans ces 2 institutions le 19 février. Avec Lydia, ils embarquèrent sur le Queen Mary le 24 février en direction de New York. De New York, Keynes se rendit à Washington. Le 5 mars, une rumeur circulait laissant entendre que le siège du FMI et de la BIRD serait établi à Washington et non à New York, comme le souhaitaient les Britanniques. Le jour suivant, le secrétaire américain du Trésor, Fred Vinson, lui annonça officiellement la nouvelle. Un autre point de divergence concernait le rôle et les revenus des directeurs du fonds et de la banque. Les Américains souhaitaient nommer 12 directeurs à plein temps avec des remplaçants et des revenus en conséquence. Keynes, en revanche, plaidait pour que les directeurs soient affectés à des fonctions plus exigeantes, avec des revenus en conséquence. Il sentait qu'avec la proposition américaine, les directeurs seraient essentiellement payés pour des heures de présence. Sur la question de leur rémunération, Keynes s'est aussi emporté contre la décision américaine. Les Américains prévoyaient initialement un salaire de 25 000 $ net d'impôts pour chaque directeur, montant qui a été finalement ramené à 17 500 $. Keynes avait qualifié ces salaires de scandaleux. Mais à Savannah, comme précédemment à Bretton Woods, les Américains eurent le dernier mot. Keynes écrivit à Cannes pour se plaindre de la situation. Les Américains n'ont aucune idée de comment faire fonctionner ces institutions à l'échelle internationale, et presque toutes leurs idées sont mauvaises. Pourtant, ils ont clairement l'intention d'imposer leur propre conception, indépendamment de nous autres. En ce moment, je peux dire que je suis plutôt pessimiste. Les Américains en haut lieu semblent n'avoir aucune idée de ce que signifie la coopération internationale. Étant les principaux partenaires, ils pensent avoir le droit de décider de tout et de dicter leurs conditions sur chaque point. Si seulement ils connaissaient la musique, cela ne serait pas un problème. Mais malheureusement, ils ne la connaissent pas. De retour à Washington par le rail, Keynes eut un nouveau malaise cardiaque, plus sérieux encore que les précédents. Il resta inanimé pendant 2 heures dans le wagon-restaurant. Les Keynes repartirent ensuite de là où ils étaient arrivés. À New York, ils embarquèrent sur le Queen Mary pour le retour au pays. Pendant le voyage, Keynes rédigea son rapport sans faire cas de ses états d'âme, en essayant de se montrer positif pour l'avenir. Dans son dernier article, La balance des paiements aux États-Unis, qui ne sera publié qu'en juin 1946, peu de temps après sa mort, Keynes se montre assez optimiste quant à l'avenir du système économique. Il suggère que, bien qu'il y ait des inquiétudes concernant l'avenir du dollar américain et la possibilité d'une pénurie de dollars, il y a aussi des raisons d'être optimiste quant à l'atteinte ultime de l'équilibre. Il suggère que les chances que le dollar se raréfie au cours des 5 à 10 prochaines années ne sont pas très élevées. Il ajoute qu'il existe de profonds courants sous-jacents, des forces naturelles, ou même la main invisible, qui poussent l'économie vers l'équilibre, et que l'enseignement classique de l'économie contient des vérités permanentes de grande portée qui sont souvent négligées. Sinon, dit-il, nous n'aurions pas pu nous en sortir aussi bien que nous l'avons fait pendant de nombreuses décennies. Si la médecine classique doit fonctionner, il est pourtant essentiel que les tarifs d'importation et les subventions à l'exportation ne compensent pas progressivement son influence, écrit-il. Il précise cependant qu'il ne pense pas que la médecine classique réussira d'elle-même, ou que nous pouvons compter seulement sur elle. Nous avons besoin d'aides plus rapides et moins douloureuses, dont la variation des changes et le contrôle global des importations sont les plus importantes. Mais à long terme, dit Keynes, ces expédients fonctionneront mieux et nous en aurons moins besoin si la médecine classique est également à l'œuvre. Et si nous rejetons complètement cette médecine de nos systèmes,
nous pourrions simplement dériver d'expédient en expédient sans jamais remonter la pente, et d'ajouter que la grande vertu des propositions de Bretton Woods et de Washington, prises ensemble, est de marier l'utilisation nécessaire d'expédients à la saine doctrine du long terme. Enfin, Keynes termine son article en indiquant qu'il n'y a aucune certitude en cette période de changement, mais qu'il faut partir sur une hypothèse optimiste jusqu'à preuve du contraire. Si nos actions s'avèrent infructueuses, dit-il, alors nous pourrons essayer quelque chose de différent. Mais nous courons plus de risques de compromettre l'avenir si nous sommes influencés par des peurs indéfinies basées sur la tentative de regarder au-delà de ce qu'il est possible de voir. Malheureusement, la réalisation des événements ne sera pas conforme à ces espérances, mais il ne sera plus là pour le constater. Au début de 1947, la balance des paiements britanniques s'est détériorée et le déficit s'est creusé. À partir du 15 juillet 1947, la livre redevenait convertible et bon nombre de détenteurs à travers le monde se sont alors précipités pour échanger leurs livres contre des dollars. Une partie du prêt américain a été utilisée pour faire face à la demande, mais celle-ci étant trop forte, le gouvernement britannique a été contraint de suspendre la convertibilité dès le mois suivant pour faire face à la pénurie de dollars. Il a fallu également revenir sur le principe de non-discrimination dans les échanges commerciaux afin de redresser la balance des paiements. Les importations de certains produits considérés comme non essentiels ont ainsi subi des restrictions. Ce désastre financier et la détérioration de la situation économique en Europe ont conduit les Américains à mettre en place le plan Marshall en vertu de la doctrine Truman qui consistait à aider les pays démocratiques menacés par l'expansion du communisme. Après son retour de la conférence de Savannah, Keynes alternait entre des journées de travail à Londres et de grands week-ends de détente à Tilton. Il avait conservé des responsabilités au Trésor, à la Banque d'Angleterre et à la Provincial Insurance Company. Il trouvait encore du temps pour les mondanités telles que les dîners, les expositions, la danse et le théâtre. Il avait toutefois consulté le docteur Plech à 2 reprises. La première fois, dès son retour de Savannah. La deuxième, c'était le 12 avril, juste avant de repartir pour Tilton. Semblait alors en meilleure forme. À Tilton, il aimait faire de longues balades dans les Downs, ces collines arrondies et couvertes d'herbe dans le sud de l'Angleterre. Au sommet de Firle Beacon, il pouvait admirer la mer et la campagne environnante. Ce jour-là, le 20 avril 1946, il a choisi de faire la descente à pied depuis le sommet de Firle Beacon avec Lydia, tandis que sa mère est redescendue en voiture. Tout s'était très bien passé. Mais le matin suivant, il y eut une autre crise cardiaque. Fatale cette fois-ci. Keynes a été incinéré à Brighton le 24 avril. Geoffrey oublia les instructions de son frère et dispersa les cendres en haut des collines au-dessus de Tilton, au lieu de les déposer dans la crypte du King's College. 35 ans plus tard, les cendres de Lydia seront dispersées au même endroit par Richard Keynes, le fils aîné de Geoffrey.